Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette controverse qui portera sur le thème déroute de l'axe de la résistance. Quel futur pour la République islamique d'Iran? Un sujet d'actualité donc, puisqu'il a pris un tournant particulier ces derniers mois. Alors évidemment avec la guerre entre Israël et le Hamas depuis octobre 2022 et en particulier avec la reprise des hostilités ces dernières semaines, mais d'autant plus avec la chute du régime d'El Assad en janvier 2025 et le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, dont la politique de pression maximale n'est pas inconnue de tous depuis 2018. Cette controverse a notamment pour objectif ce soir, et donc c'est tout l'enjeu du point d'interrogation que vous avez pu voir dans la communication, d'interroger l'idée aujourd'hui de plus ou moins communément admise d'une déroute de l'axe de la résistance, d'une vulnérabilité dans la stratégie iranienne, qu'on retrouvait encore la semaine dernière d'ailleurs dans la déclaration du président Macron qui disait « L'axe de la résistance est aujourd'hui une illusion ». Pour discuter de cela, j'ai le plaisir d'accueillir donc, à ma gauche direct Sophia Maroug, enseignante à Sciences Po Paris, docteur en histoire à Sorbonne Université et de l'Université du Luxembourg. Sa thèse porte sur le domaine de la défense sacrée en République islamique d'Iran, de la guerre Iran-Irak à la guerre 12 du corps des gardiens de la révolution islamique entre 81 et 2024. À sa gauche, Kevan Gafaiti, enseignant à Sciences Po Paris en Middle East Studies, président fondateur de l'IRIG, à savoir l'Institut des relations internationales et de géopolitique. Kevan, tu es doctorant en sciences politiques et relations internationales au centre Thucydide de l'université Paris-Panthéon-Assas, et ta thèse porte actuellement sur la politique étrangère de la France vis-à-vis de l'Iran de 1995 à 2022. Et tu vulgarises également les relations internationales sur les réseaux sociaux avec une page qui s'appelle Kevan Explique. Et pour finir, Wendy Ramadan-Alban, docteur en sciences politiques de l'EHESS et de l'Université de Namur. Tu es déléguée au développement international et aux relations institutionnelles à l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et ta thèse portait sur la grande stratégie de la République islamique d'Iran à travers l'étude des négociations sur le programme nucléaire iranien entre 2023 et 2015. Donc, le déroulement de cette discussion sera fait autour de 3 thèmes, 3 échelles, 3 tours de table. Et pour commencer ce premier tour de table, nous allons effectuer un petit retour sur la conception stratégique intérieure. Je poserai la question notamment, et je m'adresse directement, on va commencer avec Sophia Maroug. Qu'est-ce que l'axe de la résistance? Comment s'inscrit-il dans la conception stratégique de la politique étrangère? Et éventuellement, voilà, que peux-tu nous dire sur cet axe de la résistance? Oui, merci beaucoup Louise pour cette présentation très exhaustive, et j'en profite pour remercier l'IREMO d'avoir organisé cette table ronde avec 2 collègues que je connais très bien et bien, enfin correctement, je dirais, pour parler de ce sujet qui est aujourd'hui moins informatif que plutôt prospectif, parce que je pense que cette interrogation qu'on a mis dans le titre va engager des discussions qui sont fondées sur nos sujets de recherche respectifs sur l'Iran, sur un Iran contemporain et sur cet axe de la résistance qui est une expression qui a été beaucoup utilisée ces derniers temps, particulièrement depuis le 7 octobre 2023. Ensuite, avec le départ de Bachar al-Assad de Syrie en décembre 2024. Et ce que je vais essayer de faire dans cette ouverture, c'est de présenter déjà cet axe de la résistance, sa définition, et de vous expliquer un petit peu la boîte noire avec ce que je peux en donner, parce que avec ce que je connais de l'État iranien face à la situation. Alors, l'axe de la résistance dans la presse et dans certaines analyses politiques est souvent dépeinte comme un fondement de la République islamique qui a toujours été, qui a fait partie de la République islamique depuis toujours. En réalité, on parle surtout du terme de, soit en arabe, soit en persan, de Mahwar al-Mukawama ou Mervar al-Mukawamat, donc d'axe de la résistance, à partir de 2002. C'est une expression journalistique qui a vu le jour en Libye d'abord et qui a été réutilisée ensuite par l'Iran pour répondre à cet axe du mal formulé par Bush
au lendemain de l'invasion américaine en Irak. Et cet axe de la résistance désigne une vaste alliance idéologique et militaire entre les milices et ses alliés étatiques avec des objectifs communs, une allégeance à la République islamique et à la Syrie bassiste, la lutte de la présence américaine au Moyen-Orient, donc au début du XXIe siècle, la lutte contre ce qu'on appelle les takfiris ou l'État islamique, la destruction d'Israël, ou du moins sa perte d'influence dans la région, et par conséquent la protection des communautés chrétiennes et chiites. Et si cet axe de la résistance fait souvent référence ou englobe souvent ce qu'on a pu appeler l'exportation de la révolution islamique au début du régime islamique en Iran en 79, cette expression d'axe de la résistance est une expression contemporaine qui évolue au gré des réalités géopolitiques. Je vous dis cela parce que si pour certaines élites en Iran, l'axe de la résistance est un fondement du régime, elle ne l'est pas pour tout le monde, elle ne l'est pas pour toutes les élites iraniennes. Et c'est pourquoi je vous propose de parler de cette boîte noire de l'État et des dissensions internes face au futur de cet axe de la résistance. Est-ce qu'il existera ou non? Alors, on parle beaucoup depuis la chute de Bachar al-Assad d'effondrement de l'axe ou d'illusion. Tout dépend de l'interlocuteur, de la personne qui l'emploie. Nous, on a préféré parler de déroute pour vous montrer que ce n'est pas si facile que ça et que on ne peut pas associer l'appareil d'État iranien tout entier à cette vaste alliance. Et cette lecture impropre vient d'une mécompréhension des élites iraniennes en France et de l'appareil décisionnaire, des gardiens et de cette boîte noire de l'État. Souvent, la lecture de la politique iranienne est faite ainsi. On associe le guide suprême, en gros, on associe le guide suprême et les gardiens de la révolution à des défenseurs de l'axe de la résistance coûte que coûte, qui sont associés à une faction politique qui est fondamentaliste, qu'on appelle les principistes, les Usul-Garan, littéralement les attachés aux principes de la République islamique. Et donc, la figure du guide et les gardiens de la révolution seraient forcément majoritaires face aux dépens des réformistes, donc qui sont plutôt qui veulent plutôt une ouverture sur l'Occident, qui veulent plutôt des négociations et qui n'ont pas cet axe de la résistance comme principe en République islamique, voire aux dépens des centristes, qui est un courant politique un peu moins étudié, qui désigne les pragmatistes, je dirais, de la République islamique, dont étaient Rafsanjani et Rouhani. Donc, fondé sur cette lecture, on pourrait supposer que l'essentiel de l'appareil décisionnel et de l'entourage du guide suprême s'est appuyé uniquement sur cet axe de la résistance qui se délite aujourd'hui militairement. Toutefois, cette vision méprend forcément le réalisme politique de la République islamique auquel il est confronté aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une défaite indiscutable du point de vue militaire de l'axe de la résistance avec la chute de la Syrie bassiste, les questions au sein des élites iraniennes sont les suivantes. Faut-il réarmer et remobiliser les factions qui ont été retirées de Syrie? Faut-il se replier? Ou encore, faut-il négocier avec les ennemis historiques de la République islamique, que sont les États-Unis? Et malheureusement ou heureusement, ces réponses sont sujets de débat au sein de l'appareil d'État, et on voit un petit peu un imbroglio iranien face à l'avenir de l'axe, puisqu'il y a des pressions internes entre des personnalités qui sont en faveur de cette ouverture et d'un recentrement des priorités de l'Iran sur cette situation économique qui est catastrophique, par un dialogue diplomatique. Et qui dit dialogue diplomatique avec les États-Unis dit forcément abandon aussi de certaines positions initiales pour maintenir cet axe de la résistance. Et d'autres sont fermement engagés à maintenir une économie de la résistance
à peut-être attendre pour remilitariser et ensuite se redéployer. Donc, on voit que ces dissensions sont très nombreuses quand on analyse un petit peu la politique iranienne. Déjà dans l'État conventionnel, dans l'administration du président, qui est aujourd'hui un réformiste, qui est Massoud Pezeshkian. Mais Massoud Pezeshkian est un ancien gardien, du moins il a fait partie des corps dans la guerre Iran-Irak. Et a une distinction par rapport aux autres réformistes, c'est qu'il s'est toujours montré très attaché à cet axe de la résistance. Et donc, il y a ce dilemme pour lui en tant que réformiste de négocier ou non avec les États-Unis. Le problème de l'administration Pezeshkian, c'est que s'il a nommé au début de son mandat des éléments favorables à une négociation avec les États-Unis ou des négociations pour lever les sanctions économiques, comme Mohamed Javad Zarif, qui est très connu, qui a été la star, je dirais, des négociations sur le nucléaire, qui a une très bonne connaissance des élites américaines et de la politique internationale, qui a été nommé vice-président. Et finalement, Mohamed Javad Zarif a dû se retirer de sa fonction de vice-président il y a moins d'un mois, à cause de pressions internes pour l'après départ de Bachar al-Assad par des opposants à l'intérieur qui ne veulent pas d'une discussion, même indirecte, avec les États-Unis. Donc il y a des personnages comme Mohamed Javad Zarif, mais il y a aussi des anciens gardiens, des principistes qui ont été nommés préfets, par exemple, par Pezeshkian. C'est le cas d'Abou Taleb Shafar, ou du ministre de l'Intérieur, qui est Skandar Momeni, ou du ministre des Affaires étrangères, qui est Abbas Araghchi. Donc, il y a toutes ces dissensions internes qui font pression. Et en plus de cet imbroglio au sein de l'appareil d'État pour décider ou non s'il faut abandonner cet axe de la résistance militairement, il y a les gardiens de la Révolution, bien sûr, et il y a également aujourd'hui un secteur très important qui est en train d'émerger, c'est l'influence du secteur privé et aussi de la pratique du pantouflage, qui fait que quand vous avez des gardiens qui sont aussi dans des affaires économiques, que ce soit dans les hydrocarbures, dans le BTP, dans les télécommunications, la situation économique est tellement désastreuse, même si leur position initiale est celle d'être un principiste totalement opposé aux négociations avec les États-Unis, force est de constater que pour une partie des élites iraniennes, il est obligatoire aujourd'hui de négocier pour lever les sanctions et pour favoriser de nouveau l'investissement. Et ça, c'est un très grand problème aujourd'hui qui se pose en Iran, c'est la santé économique. Il y a également une rupture générationnelle aujourd'hui en Iran qui prend de plus en plus de place, où on peut voir émerger encore une fois de plus en plus d'acteurs privés au sein de l'appareil d'État, non officiels, des investisseurs et une volonté de davantage de pragmatisme en République islamique. Ce changement générationnel a déjà été opéré en 2019 quand il y a eu une vaste opération qu'ils ont appelé changement de structure, où ils ont mis en retraite anticipée des gardiens qui étaient beaucoup trop je dirais, présent dans l'appareil d'État. Donc, il y a cette santé économique à tenir. Et le dilemme de cette boîte noire est aujourd'hui donc le suivant: négocier ou non pour lever les sanctions, abandonner l'axe de la résistance pour revenir peut-être à une raison d'État qu'on appelle maslahat, et qui est un principe constitutionnel de 1988 qui c'était Roménie qui l'avait ajouté à un amendement de la Constitution de 79 et qui disait que les affaires politiques, la raison de l'État prime sur l'idéologie et la religion. Donc s'il y a un problème, s'il y a une impasse, je dirais, du point de vue économique, s'il y a une impasse du point de vue politique, on est obligé de faire primer la raison d'État. Alors, dans une année, l'année iranienne vient de se clore, l'année 1403 vient de se clore la semaine dernière.
cette année, donc l'année 1403 a été extrêmement chargée du point de vue des événements, je dirais, avec cette chute de la Bachar al-Assad, mais également les heurts avec Israël et une situation économique catastrophique. Et on le voit aussi dans les think tanks stratégiques iraniens ou dans la presse, dans certaines analyses politiques iraniennes, que le nouvel axe de réflexion, le nouveau paradigme est bien plus économique que militaire. Et c'est peut-être vers cela que l'Iran va aujourd'hui s'orienter. Peu importe les dissensions du moment, on revient peut-être à un effet de pragmatisme qu'il faut garder en tête. Merci. Merci beaucoup, Sophia, pour cette première, ces premières, voilà, ces premières idées qui sont dégagées. Je voulais voir un petit peu avec vous, Kevin et Wendy, si vous aviez des choses à ajouter ou rebondir sur le propos de Sophia, à savoir un pragmatisme qui pourrait être la nouvelle ligne droite, enfin, la nouvelle ligne directrice plutôt de la politique iranienne par rapport à la conception de stratégique intérieure de l'axe de la résistance. Je l'évoquerai peut-être un peu plus en détail, mais là où je suis complètement d'accord avec toi, Sophia, c'est l'importance du facteur économique, surtout après la perte de tout l'argent qui a été injecté en Syrie, étant donné que maintenant le retour sur investissement va être plus compliqué. Donc je l'évoquerai un peu plus en détail, mais je m'inscris complètement dans la lignée de ce que tu as pu dire, Sophia, à cet égard. Oui, alors totalement d'accord, mais j'aimerais juste, si tu permets, Louise, apporter quelques compléments à ce qu'a dit Sophia sur l'axe de la résistance. En fait, l'axe de la résistance, ce n'est pas qu'un discours médiatique de pays étrangers, enfin extérieurs à l'Iran, enfin qui a été porté par des journalistes extérieurs à l'Iran. L'axe de la résistance, c'est bien plus que ça. C'est tout d'abord un pilier de la dissuasion conventionnelle iranienne, c'est-à-dire que jusqu'à récemment, jusqu'à l'année dernière, l'Iran revendiquait une dissuasion conventionnelle basée sur deux piliers. Le premier, l'axe de la résistance, et le second, c'était donc les missiles au départ balistique, et puis ensuite ça s'est étendu aux missiles cruise, enfin de croisière, plus les drones. À ce titre, l'axe de la résistance faisait largement consensus parmi l'ensemble du spectre politique iranien, en tout cas au moins de la part des centristes comme Hassan Rouhani, qui est quelqu'un qui veut dialoguer avec l'Occident, qui est l'acteur du deal nucléaire de 2015, le JCPOA, mais aussi donc évidemment de la part du spectre, enfin de la droite du spectre politique iranien, donc qu'on appelle les conservateurs ou alors les principistes, comme l'a rappelé Sophia. Et donc, je disais que l'axe de la résistance comme pilier de la dissuasion faisait consensus jusqu'à ce que les choses tournent mal, très mal pour l'Iran, c'est-à-dire à partir de 2018 et le retrait de l'administration Trump du JCPOA, donc l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord de Vienne. Et à partir de là, on l'a vu avec la vidéo, enfin l'interview qui a fuité de Mohammad Javad Zarif, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'homme du deal, sous l'époque de l'administration d'Hassan Rouhani, où donc une interview a fuité et on a vu qu'il y avait effectivement que selon Zarif, il reprochait à la force Al-Quds, qui est membre des Gardiens de la Révolution, mais qui est en charge des OPEX, des opérations extérieures de l'Iran et notamment au Moyen-Orient. Il reprochait à son chef charismatique, Qassem Soleimani, qui a été assassiné en 2020, de sacrifier la diplomatie pour le militaire. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu que commençait à y avoir vraiment un conflit sur les moyens et pas seulement sur les objectifs de la grande stratégie iranienne, mais sur les moyens, et que là, l'axe de la résistance pouvait poser problème à la diplomatie portée par l'administration, dans le même temps que Zarif essayait de négocier. Il y avait des actions sur le terrain qui pouvaient avoir un impact négatif sur le cours des négociations. Donc, l'axe de la résistance, un pilier de la dissuasion, mais c'est aussi autre chose, l'axe de la résistance,
ça fait partie, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais c'est au cœur du récit narratif, enfin du narratif de la droite iranienne. La droite iranienne se revendique l'héritière de la révolution. Enfin, ils sont tous censés être révolutionnaires et adhérer aux idéaux de la révolution. Néanmoins, la droite se revendique la légitime héritière de cet héritage et de cette ligne révolutionnaire et islamique. Et au cœur de ce narratif figure la résistance. Et à ce titre-là, la résistance est bien plus qu'un pilier de la dissuasion. Donc ça, c'était le premier point que je voulais apporter pour compléter ce que tu as dit, Sophia. Et le second, c'est aussi quand tu as parlé d'alliance, effectivement, pour décrire ce réseau qui associe des acteurs étatiques comme la Syrie, non étatiques comme le Hamas, le Hezbollah, chiites aussi bien que sunnites, il faut le rappeler. Eh bien, il ne s'agit pas, juste pour que notre auditoire soit au clair, d'une alliance nécessairement stratégique, c'est-à-dire que l'Iran a une alliance stratégique avec la Syrie, avec la Syrie de Bachar el-Assad, avec le Hezbollah, qui suit complètement la ligne de la République islamique d'Iran. Mais il faut bien comprendre que cet axe de la résistance n'est pas l'arc chiite qui a été promu par des détracteurs du régime pour dénigrer en fait en tout cas accuser l'Iran d'être derrière n'importe quel événement dans la région, n'importe quel incident contre les positions américaines. En réalité, il ne faut pas enlever l'agentivité aux acteurs régionaux. Et dans ce réseau, ces acteurs ont des liens très différenciés avec l'Iran. Donc, par exemple, le Hezbollah est le seul de cet axe à suivre la ligne du Velayat et Fahri, c'est-à-dire la doctrine de gouvernement de la République islamique d'Iran, donc à le reconnaître comme légitime et à reconnaître le guide suprême, Ali Khamenei, comme la marja, donc la source d'imitation chez les chiites. La marja, c'est la plus haute distinction dans le clergé chiite. En revanche, c'est tout à fait différent, on s'en doute, de la part d'acteurs qui sont sunnites, ou même quand on pense aux Houthis qui sont chiites mais de tendance zaïdiste, ne reconnaissent pas du tout, enfin, en tout cas de ce que j'ai pu lire, Khamenei comme étant la marja. Donc, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que bien souvent, ce réseau, c'est une convergence d'intérêts. Comme l'a rappelé Sophia, il y a une ligne, en tout cas, contre l'impérialisme et contre les positions américaines et israéliennes, et il y a cette convergence d'intérêts, mais il faut faire attention à bien différencier les cas. Je te remercie, Wendy, pour ces précisions, ce qui nous permet d'ailleurs de faire le lien un petit peu avec le deuxième sujet qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, à savoir voilà, s'intéresser aux conséquences en fait aux conséquences de cette conception stratégique globale, cette convergence d'intérêts eut lieu et telles qu'elles sont en train de se redéfinir dans la géopolitique régionale. Tu as commencé un petit peu, Wendy, à esquisser les points, en tout cas les différentes alliances ou les liens d'intérêt qui existaient, notamment, donc c'est le cas avec Hezbollah, c'est le cas avec des milices chiites irakiennes, également donc avec les Houthis au Yémen, mais pas que, et dont l'alliance stratégique avec la Syrie, mais qui n'a pas été finalement, qui n'a pas été sans elle-même sans aléas, hein, puisque même dans les années 80, il y a eu des tensions comme ça avec entre les régimes des El-Assad et avec la République islamique de Khomeini. Et donc, voilà, je te remercie d'avoir fait un petit peu cette première esquisse. Je souhaiterais donner la parole donc à Kevin pour justement un petit peu brosser le tableau de la réflexion, des conséquences de ce qui se passe actuellement dans la région ces derniers mois, ces dernières années, pour amener des pistes de réflexion. Merci. Alors déjà, j'avais oublié de le faire, mais merci à l'IREMO de m'avoir invité. Et je vais être redondant parce que je suis encore d'accord avec ce que vient de dire Wendy sur le fait que cet axe de la résistance, Mehfar el-Muqawemat, c'est vraiment c'est le Frankenstein politique du Moyen-Orient. Ce que je veux dire, c'est que c'est un objet politique qui est tellement multiforme, protéiforme. Il faudrait vraiment souligner dans tes propos, Wendy, à savoir
le fait que l'axe de la résistance n'est pas du tout homogène et n'est pas complètement téléguidé, télécommandé de Téhéran. Ce sera avoir une lecture vraiment biaisée et les yeux très flous sur le Moyen-Orient. Puisque justement, comme tu le disais, ces Houthis sont zaïdites, alors sans vous assommer avec des détails théologiques, ils vont croire pas dans le même nombre d'imams, ils vont croire en 7 imams, alors que les chiites d'Iran sont duodécimains, ils croient en 12. Et donc, vous allez avoir vraiment des divergences même religieuses. Les alaouites, n'en parlons pas, c'est encore autre chose. Si on parle du Hamas, par exemple, et parlons-en d'ailleurs, il faut vraiment le souligner comment, au début de la guerre civile syrienne, vous avez eu le Hamas qui était aux côtés de certains groupes armés sunnites qui ont combattu contre les éléments soutenus par l'Iran, donc de manière interposée, et le Hamas et l'Iran ont été des belligérants opposés en Syrie. Et vous voyez ensuite comment il y a pu avoir certaines incohérences qui auraient été soulignées. Pour rappeler les propos du président Macron, il disait comment l'axe de la résistance n'était plus qu'une illusion. Et quand vous regardez un peu plus ce qu'il disait, il disait aussi comment, je le cite, le Hamas n'a plus le parrain dont il bénéficiait le 7 octobre 2023. Je pense, à titre personnel, c'était assez maladroit d'avoir dit ça pour une raison factuelle, à savoir que au sein même du Hamas, toute la faction politique du Hamas n'était pas au courant. C'est vraiment une partie du Hamas, la faction armée, qui était plus au courant. Alors, si le Hamas, dans son intégrité, n'était pas au courant du plan d'attaque du 7 octobre 2023, est-ce que Téhéran était nécessairement au courant? Je partage pas cette analyse. Mais effectivement, cet axe de la résistance mérite, je pense, une sorte de capture d'écran. Et ce que je vous propose, c'est d'en faire la biopsie. Que se passe-t-il? Quel est cet axe de la résistance? Et vraiment, il faut souligner le fait que cet axe de la résistance, comme l'expliquait Sophia, c'est un axe qui se construit par rapport à quelque chose. C'est pas une action, mais c'est une réaction. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à la perception d'un impérialisme occidental territorialement matérialisé en Israël, qui est vraiment la quintessence de cet impérialisme occidental américain par rapport au Moyen-Orient. Donc, l'Iran va en fait donner une sorte de ticket à tous les acteurs étatiques ou infra-étatiques qui partageraient ce constat, à savoir nous nous opposons aux Américains, pourquoi pas aussi aux Israéliens et parfois même à certains pouvoirs locaux. Ce qu'il faut voir, c'est que les Houthis, ont bénéficié de cette onction iranienne assez tardivement. Les Houthis, ça ne date pas depuis seulement 2015 en réalité. Les Houthis existent en réalité depuis des siècles, d'un point de vue ethnique, d'un point de vue politique depuis à peu près un siècle. Et ils ont vraiment été, je dirais, soutenus par l'Iran avec l'intervention saoudienne de mars puis avril 2015. Alors, que se passe-t-il maintenant par rapport à cet axe de la résistance? Ça, c'est indiscutable. L'axe de la résistance connaît des déroutes, a connu des déroutes. Ça, il n'y a pas de débat sur ça. Il y a si on devait juste donner un élément pour attester ça de manière vraiment incontestable, il y a une perte du continuum territorial qu'avait l'axe de la résistance. N'est-ce pas? Ce continuum territorial qui alignait, dit-on, 4 capitales au Moyen-Orient, donc à savoir Téhéran, Bagdad, Damas et Beyrouth. Certains diraient même Jérusalem, Al-Quds avec le Hamas. Donc vous aviez ce continuum territorial qui a existé et qui n'existe plus. Donc déjà, est-ce que l'axe de la résistance est aussi fort qu'il l'était hier? Non. Est-ce pour autant possible de dire que l'axe de la résistance n'existe plus? Alors moi, je ne partage pas ce constat-là pour plusieurs raisons. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'axe de la résistance a connu son apogée et qui est en fait passé. Wendy, vous le disiez, à partir de 2018, la situation pour l'Iran se renverse complètement avec le 8 mai 2018, la sortie américaine du JCPOA, donc un retour des sanctions et d'une très haute volatilité de la tension, notamment dans le Golfe Persique, par exemple. Mais cet axe de la résistance a vraiment connu son apogée, pourrait-on dire, en 2015-2016 jusqu'à peut-être 2018. J'entends vraiment cet alignement en incluant aussi les Houthis, donc on va dire 2015-16 jusqu'à 2018. Ça a été quelque chose d'assez rapproché. Et maintenant, effectivement, l'axe de la résistance connaît de nombreuses débâcles. Est-ce pour autant à dire que le Hamas est complètement éradiqué? Non. En réalité, on pourra revenir dessus. Est-ce que maintenant le Hamas n'a pas gagné la guerre de l'opinion publique internationale par rapport à Israël? Regardez comment vous avez un renversement complet de cette opinion publique internationale au sein des populations, mais aussi au sein des dirigeants. Ce que je veux vous dire ici, c'est que l'on a très souvent affublé l'Iran en tête de proue comme étant un État voyou, comme étant membre d'un axe du mal, pour reprendre l'historiographie de Bush. Et maintenant, on parle d'Israël comme étant un État voyou qui est amené devant la CIJ pour des accusations de génocide.
regardez comment le Hezbollah libanais, on dira le Hezbollah libanais pour aller plus vite, mais comme vous le savez, il y a plusieurs Hezbollah, il y a le Hezbollah afghan aussi, par exemple. Mais donc ce Hezbollah libanais, qui a très souvent été décrié et qui, au sein de la population libanaise, est reconnu comme étant l'acteur qui, qu'on le veuille ou non, assure la défense du territoire au Liban, ou du moins dans le sud Liban. Est-ce qu'il a été complètement aussi éradiqué depuis? En réalité, non. Il a connu d'extrêmes lourdes pertes, en la perte notamment de Hassan Nasrallah, le secrétaire général, des piliers historiques du parti. Peut-on dire maintenant que l'Hezbollah est complètement, que l'axe de la résistance, pardon, est complètement défait? Je ne partage pas ce constat, et là, permettez-moi quelques analogies. Peut-on dire que la politique africaine de la France est complètement inexistante du fait de déroutes majeures dans l'Afrique de l'Ouest? Non, il y a des déroutes, c'est vrai, mais la France reconstruit sa politique africaine par rapport à certaines déroutes qui ont été rencontrées. Peut-on dire que la Russie n'a absolument plus de politique européenne orientale? Non, effectivement, il y a des déroutes majeures dans la conception même de la politique russe. Peut-on dire qu'il n'y a plus de politique russe? Non, donc il y a toujours cette politique régionale iranienne qui a maintenant plusieurs épicentres qui sont mouvants et pour certains qui s'effacent. Et je pense que la Syrie a vraiment constitué la perte majeure de l'Iran dans cet axe de la résistance. Mais est-ce maintenant la perte que l'on pensait? Si on essaie de penser un peu à contre-courant justement, et peut-être pour ensuite avoir des débats à ce sujet, euh, l'on a vu Bachar el-Assad se faire bouter de la Syrie, et donc on a très vite identifié ça comme étant une perte majeure pour l'Iran. Oui, assurément. Et ensuite, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on avait d'autres bruits de cloche où l'on entendait comment ce n'était pas que les Russes et les Iraniens n'avaient pas voulu, euh, n'avaient pas pu soutenir Bachar el-Assad dans ses derniers retranchements, mais n'avaient pas voulu. Il avait peut-être eu la décision politique du fait de ne plus nécessairement s'encombrer de cet alinéa qui, à certains égards, pouvait être problématique puisqu'il avait aussi son propre agenda national. Ensuite, quid de l'agenda syrien actuel? On a assez vite dit que Al-Julani allait complètement balayer d'un revers de main cette influence iranienne en son pays, mais ce n'est pas nécessairement le cas, et ça ne sera pas nécessairement le cas de manière aussi indubitable que cela. À savoir que Al-Julani a été assez vocal lorsque les minorités alaouites ont subi certaines violences en Syrie pour montrer justement qu'il voulait maintenir cet effort de cohésion. Pour reconstruire ensuite cette Syrie, il va peut-être avoir besoin de différentes forces, des forces économiques. Alors comme Sophia vous le disait, le cœur, le cœur du réacteur se situe, sans mauvais jeu de mots, pour l'Iran dans son économie, qui est chaque jour pire que la veille. On ne peut pas dire que l'économie iranienne connaît depuis quelques années comment dire, une économie de la résistance. L'économie iranienne est substantiellement, essentiellement, vraiment étymologiquement parlant, essentiellement une économie de résistance. Révolution islamique 79, les premières sanctions économiques américaines contre l'Iran 79. L'économie iranienne a l'habitude de se casser les dents, si vous me permettez l'expression. Et ce que je vais vous dire, c'est la Syrie va devoir se reconstruire, et alors avec qui? Est-ce que nécessairement les Saoudiens vont vouloir injecter plusieurs dizaines de milliards? Est-ce que les Américains le feront? Est-ce que la France serait prête à le faire? Je ne sais pas. Donc effectivement, il va falloir voir quels vont être les acteurs. Comme je vous le disais, l'Iran a injecté des dizaines de milliards de dollars en Syrie. Les derniers chiffres que j'ai vus, c'était dans un article de Jamshid Assadi qui estimait en janvier 2025 30 à 50 milliards de dollars américains qui auraient été investis par l'Iran en Syrie. Alors, a priori, ça va probablement être perdu, du moins à court terme, à un échéancier de moyen terme. Est-ce que ce le sera complètement? Donc c'est là où moi je me pose la question de cet axe de la résistance qui a connu des déroutes, mais a-t-il vocation nécessairement à disparaître? En réalité, les Houthis contrôlent à peu près un tiers du territoire yéménite. Alors vous pourriez dire, mais un tiers c'est assez peu. Oui, mais quel est ce tiers du territoire yéménite? En réalité, c'est le sud du pays qui a notamment la capitale Sanaa, qui a l'aéroport international, qui a le détroit de Bab el-Mandeb. Donc là aussi, tous les passages extrêmement intéressants d'un point de vue de la navigation. Donc c'est le Yémen riche qui est contrôlé par les Houthis. Et cela ne vous aura pas échappé. Les Saoudiens négocient depuis quelques années avec les Houthis pour essayer d'obtenir non pas des cessez-le-feu seulement, mais aussi des potentiels plans de paix. Donc en réalité, les Houthis sont plutôt en position de force, si on a le regard un petit peu long sur l'histoire de la dernière décennie de conflit que connaît le Yémen. Par rapport à la Syrie, c'est un grand point d'interrogation. Le Liban et la Palestine, pourrait-on dire plus précisément le Hezbollah et le Hamas, ont réussi à
voir l'opinion publique internationale se retourner, donc avoir une légitimité qui leur est moins discutée aujourd'hui qu'hier. Et ensuite, le grand point d'interrogation, en réalité, c'est peut-être le voisin assez tranquille, assez discret qui est l'Irak, à mes yeux. Que se passe-t-il en Irak et quelle va être ensuite la position irakienne par rapport à l'Iran? Et il faut vraiment, je pense, souligner le fait que l'Irak a son propre agenda politique, local, national en tant que tel. On a un peu le verbe facile à dire qu'il y aurait des milices iraniennes chiites en Irak, alors qu'en réalité, il y a à peu près 100-120 groupes armés actifs, qui sont des groupes armés à la fois parfois des partis politiques en Irak, bon, représentés principalement par al-Shaabi en Irak pour l'influence iranienne. Et c'est une vie politique qui est extrêmement active. Jusqu'à octobre dernier, octobre 2024, vous aviez aussi les élections kurdes qui ont ramené au pouvoir le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, en Irak, qui a encore une fois son propre agenda régional. Donc je dirais, si on devait mettre sa loupe quelque part, il faudrait vraiment pas oublier l'enjeu irakien. Et alors pourquoi l'Irak? Et ensuite je m'arrête pour pas être trop long. C'est quid du futur Kurdistan, le Kurdistan iranien. Je ne vous apprends rien, il y a un Kurdistan en réalité qui s'étend sur 4 pays, Turquie, Iran, Irak, Syrie. Et alors maintenant, que va-t-il se passer par rapport à ce Kurdistan syrien? D'autant plus qu'il y a l'opération Inherent Resolve des États-Unis qui arrive bientôt à sa fin. Et donc, l'on voit l'axe de la résistance qui connaît des déroutes, mais qui peut aussi peut-être connaître certaines opportunités. Les Américains, avec cette opération assez lancinante en Irak et en Syrie, vont en réalité se retirer et les Kurdes de Syrie notamment, mais aussi d'Irak, vont avoir moins de soutien occidental. La France aussi pense à potentiellement remodeler son opération Chamal et à potentiellement aussi reconfigurer son ancrage régional, peut-être aussi se retirer. Et donc, il faudra voir cela comme étant un autre champ d'action qui peut potentiellement s'offrir à l'Iran. Et alors, ensuite vient la question de la négociation avec les États-Unis d'Amérique sur le nucléaire, mais je pense que ça fait l'objet d'une discussion un peu plus tard, donc je vais m'arrêter là. Ou sauf s'il faut continuer, moi je continue. Moi je peux parler pendant 3 heures et vous endormir. Non, j'allais dire si éventuellement il y a des réactions de la part de Sophia et de Wendy sur les éléments que tu as abordés, mais c'est vrai que de toute façon, la question va se poser quid des négociations sur le nucléaire qu'on abordera, qu'on peut aborder maintenant ou qu'on peut aborder dans un deuxième temps de ce deuxième point. Je rejoins Kevin sur. Il faut faire alors sans jouer les Madame Irma, il faut faire très attention sur la situation en Irak et en Syrie. Déjà parce que l'économie syrienne est désastreuse et qu'il y a encore des heurts. C'est pas du tout une situation qui est pacifiée. Il y a encore les troupes, enfin des troupes pro-Al-Assad qui sont encore sur le terrain. On l'a vu. Il y a des heurts aussi à la frontière avec le Golan, avec l'armée israélienne. Donc la position d'Al-Jolani va être très complexe pour savoir jusqu'où il accepte une extension de ce Golan annexé. Ça, c'est un très gros problème. Et économiquement, l'Iran a quand même été très présent en Syrie jusqu'à maintenant, dans les services sociaux, dans l'éducation, dans les vivres. Donc, c'est des situations qui rendent la position de Jolani très complexe et je pense qu'il n'y aura pas pour l'instant, d'opposition frontale à l'Iran avec de la Nouvelle Syrie. La Nouvelle Syrie ne peut pas se permettre de balayer d'un revers de la main l'Iran dans l'évolution de ce pays. Ensuite, en Irak, les États-Unis sont en train de faire pression sur les autorités iraniennes pour dissoudre les milices, donc Hashd el-Shaabi, où il y a à l'intérieur d'Hashd el-Shaabi plusieurs milices, dont des milices iraniennes et des milices irakiennes. Le problème, c'est qu'en Irak, alors il y a un agenda propre déjà, un parlement qui est quand même assez favorable au maintien de Hashd el-Shaabi pour la menace terroriste, pour le maintien de la sécurité du pays, pour empêcher aussi toute influence américaine à l'intérieur du pays. Et également, il y a le pouvoir de la marjaria en Irak, toujours. En 2014, quand il y a eu l'État islamique en Irak, l'ayatollah al-Sistani, qui est présent en Irak, a énoncé une fatwa pour assembler Hashd el-Shaabi, créer Hashd el-Shaabi. Et
Et c'est très difficile de dissoudre une position qui a été donnée par un ayatollah. On n'est pas du tout sur une configuration politique à la syrienne d'un gouvernement qui tend à être extrêmement centralisé. En Irak, la chose est très différente. Maintenant, où vont aller les milices, où vont aller les brigades, où vont aller les unités qui ont été retirées de Syrie? Au sud Liban, il y a toujours des heurts. On est toujours au même stade. Est-ce que des troupes vont être déployées? Est-ce qu'elles vont se redéployer aux frontières? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser, je pense, pour comprendre que si cet axe de la résistance, alors je ne dirais pas s'il existe toujours ou non, je pense que c'est pas mon rôle, mais en tout cas, il faut faire très attention à comment il va se redéployer et comment il va se transformer sous un nouveau terme peut-être ou un nouveau nom. Oui, alors je rejoins mes 2 collègues sur le fait que effectivement l'axe de la résistance va subir des transformations. Il subit des grandes déroutes et je pense pour compléter ce que tu as dit, et là je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le cas syrien, mais je vais expliquer pourquoi. C'est que bon, la plus grande déroute, c'est de perdre ses 2 plus proches, ses 2 alliés stratégiques, donc la Syrie et le Hezbollah dans l'axe de la résistance, dans un temps rapproché. Ensuite, c'est aussi en termes de soft power, il faut voir ce que représentait l'Iran dans la rue arabe en 2006. L'Iran était très populaire dans la population syrienne, mais aussi donc dans la rue arabe plus largement. Et je pense que la plus grande défaite peut-être iranienne, c'est d'avoir perdu ce soutien des populations arabes en Syrie parce que la République islamique d'Iran a d'abord soutenu les printemps arabes en parlant d'ailleurs en surfant sur la vague du réveil islamique. Et quand le cas syrien est arrivé, l'Iran donc s'est positionné et intervenu en Syrie en 2012 à la demande de la Russie, mais donc pour soutenir le régime de Bachar el-Assad contre la révolution. Et aujourd'hui en Syrie et là on voit aussi je crois c'est ce matin j'ai entendu ça à la radio qu'il y a des mouvements de contestation contre le Hamas au nord de Gaza. Donc je crois que sa plus grande défaite c'est d'avoir perdu ce soft power et pour le cas syrien, ce qui est intéressant, c'est de voir que aujourd'hui les Iraniens ne sont plus du tout les bienvenus en Syrie. Il y a une interdiction. Les Iraniens ne peuvent pas, les citoyens iraniens ne peuvent pas rentrer en Syrie, contrairement aux Russes. Et on peut se demander pourquoi faire une telle différence alors que la Russie et l'Iran sont conjointement intervenus, la Russie sur le plan aérien, les Iraniens au sol pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. C'est simple, c'est que d'une part, sur le plan, je pense du ressenti, les Syriens n'ont pas vu tellement les Russes puisqu'ils bombardaient où ils étaient dans leur base, mais par contre les Iraniens, ils les ont bien vus. Et ensuite, la Russie, c'est une grande puissance et avec lequel le régime justement essaie de négocier, puisque comme tu l'as rappelé, la Syrie est dans une situation très critique où elle est toujours sanctionnée par l'Union européenne, par les États-Unis. Et on l'a vu notamment avec les événements sur la côte et le massacre des populations alaouites. L'un des facteurs aussi qui a alimenté ces massacres, c'est aussi le fait que il n'y a pas de devise qui circule dans l'État. Beaucoup de gens ne sont plus payés de l'administration, notamment beaucoup de populations alaouites qui faisaient partie de l'administration se sont retrouvées du jour au lendemain sans salaire. Et donc, et bien évidemment, le nouveau régime syrien va devoir continuer à trouver des partenaires, y compris des anciens ennemis comme la Russie, avec lesquels, pour le coup, ils ont des intérêts en commun. Et je crois que le régime est justement en train d'essayer de négocier des compensations sur les bases russes qui existent en Syrie, donc la base navale de Tartous, mais aussi la base aérienne. Donc, en revanche, il me semble en tout cas que dans un premier temps, les Iraniens ne sont plus du tout les bienvenus en Syrie, mais les relations internationales étant ce qu'elles sont, il n'est pas exclu que plus tard, les relations dans un autre contexte se rétablissent. En l'occurrence, en ce moment, ça me semble très compliqué. Et ensuite, pour revenir sur l'état de cet axe de la résistance, l'une des questions, c'est
est-ce que la résistance, c'est l'un des débats qui a lieu dans les médias iraniens, est-ce que, enfin basés à l'étranger, est-ce que la résistance va continuer sans l'axe, c'est-à-dire la colonne vertébrale, l'Iran? C'est-à-dire, est-ce que il va y avoir forcément une transformation de ce réseau? Donc, est-ce qu'on va voir une autonomisation des groupes ou l'idéologie anti-impérialiste va continuer avec les houthistes qui sont très actifs, on le voit avec leurs attaques en mer Rouge. Mais est-ce que l'Iran, finalement, moi c'est une question que je me pose, et on en parlera plus tard, n'aurait pas intérêt finalement à mettre un peu en veilleuse aussi cet axe de la résistance, pas frontalement parce que ça fait partie de son héritage et de l'identité de l'État, qui est révolutionnaire et islamique, mais on voit bien que l'Iran, et ça montre sa capacité à s'adapter en fait, est en train depuis quelques années, notamment depuis 2023, d'essayer de construire des relations avec des partenaires régionaux comme l'Arabie saoudite en 2023 avec le rétablissement des relations diplomatiques, mais aussi avec l'Égypte où on parle d'un potentiel plein rétablissement des relations diplomatiques avec l'Égypte, pays qui, je le rappelle, reconnaît l'État d'Israël, avec les accords Camp David. Et donc, on peut se demander si, dans ce cadre de cette nouvelle politique régionale où l'Iran cherche à s'intégrer, ce qui est à l'agenda de la République islamique depuis les années 90, mais qui n'avait pas vraiment trouvé d'opportunité de réalisation, on peut se demander si les membres du réseau de la résistance ne deviendraient pas finalement des partenaires gênants. Je voudrais juste donner un exemple. Par exemple, entre l'Iran et l'Égypte. Donc depuis 2-3 ans, il y a un rapprochement considérable puisque les relations ont été rompues en 79 par Khomeini, parce que l'Égypte reconnaît l'État d'Israël. Elles n'ont jamais été pleinement rétablies, c'est-à-dire qu'elles sont restées au niveau du chargé d'affaires. Et là, on parle depuis 2-3 ans d'un rapprochement un peu plus sérieux et quand on lit dans la presse que potentiellement des ambassadeurs pourraient bientôt être nommés. Il se trouve que l'un des problèmes majeurs de l'Égypte, c'est précisément les Houthis et les attaques en mer Rouge. Donc, vous voyez que là, on a un cas de friction ou un rapprochement avec l'Égypte. Là, les Houthis pourraient poser problème pour l'Iran. Et de toute façon, les Houthis ont leur agenda, Mais comme on attribue tout le temps à l'Iran n'importe quelle action du réseau de la résistance, là, ça peut poser problème. Et un deuxième exemple que je trouve assez intéressant pour illustrer mes propos, c'est à la suite de l'assassinat de Rassem Soleimani, donc le chef de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution, qui a été tué par les Américains en Irak en janvier 2020. L'année d'après, en février, il y a eu une attaque sur des prises américaines en Irak à Erbil. Et un groupe qui fait partie du réseau de la résistance a été désigné comme à l'origine de cette attaque. Et donc, tout de suite, dans les médias, l'Iran est à l'origine de cette action. Sauf qu'à ce moment-là même, des Iraniens étaient à Washington en train de négocier avec les Américains pour que l'Irak dégèle des avoirs financiers, puisque l'Irak subit l'extraterritorialité américaine et donc n'est pas libre de ses actions avec l'Iran. Et donc là, on voit typiquement que cette action a fait complètement capoter le deal, donc l'Iran n'a pas eu gain de cause. Et donc, on voit bien les frictions qu'il peut y avoir entre des actions menées par le réseau de la résistance et les intérêts de l'Iran. Donc moi, la question que je me pose pour après-demain, c'est est-ce que cet agenda de la résistance, dans le contexte tel qu'il l'est aujourd'hui, est-ce qu'il va servir les intérêts, comme il a pu servir la dissuasion iranienne de manière efficace jusqu'en 2018, est-ce qu'aujourd'hui, ça a un intérêt, c'est un intérêt primordial qui va servir les intérêts de la République islamique d'Iran, alors qu'on l'a vu, donc la dissuasion iranienne a été complètement mise à mal. Alors, est-ce que je peux en profiter pour Bien sûr, rebondir bien sur sûr, ce t'en qu'a dit, prie. merci, sur ce qu'a dit Wendy? Là où je suis d'accord avec toi, et aussi en même temps, c'est une remarque et peut-être une interrogation. Effectivement, l'axe de la résistance, l'Iran a des liens qui sont vraiment multiformes, peut peut-être parfois s'en distancer, mais peut-il vraiment s'en détacher complètement? Et là où en même temps, je t'écoutais et j'étais d'accord avec toi et je me posais une question, est-ce que l'Iran peut complètement
se détacher de certains maillons de cette chaîne qu'il a durement constituée. Parce que finalement, supposons que l'Iran se désolidarise, par exemple, complètement des Houthis dans ton exemple, l'Iran perd aussi, me semble-t-il, en légitimité à l'international, ça lui est important, mais aussi en national, où déjà la société iranienne, finalement, a beaucoup d'opposition, avec beaucoup de personnes qui disent, mais les milliards que nous jetons au Liban et en Palestine, nous devrions les utiliser pour nous-mêmes. Et de l'autre côté, la République islamique utilise ce discours de nous soutenons tous les combats pour justement se consolider et être en cohérence ou se montrer en cohérence avec un discours national et international. Est-ce que l'Iran finalement va pas perdre en crédibilité, ou plus précisément la République islamique dans son discours, perdre en crédibilité en délibérément se détachant de certains maillons? C'était une remarque interrogative que je me faisais en t'écoutant. Ouais. Non, non, mais je t'en prie, c'est une remarque très intéressante. Peut-être, Sophia, tu peux rebondir là-dessus ou pas spécialement? Pas spécialement. Non, mais c'est très intéressant, voilà, tous les éléments que vous amenez. Wendy, d'ailleurs, tu as commencé un petit peu à brosser le tableau des horizons qui peuvent se poser dans la conception stratégique iranienne. On y reviendra dans un troisième point. Je pense que là, on pourrait éventuellement, puisque c'est un petit peu, ça fait partie du troisième point horizon, mais se poser la question, notamment, donc, quid, justement, des négociations sur le nucléaire, de quelle manière ça peut ou pas participer à la redéfinition stratégique iranienne et notamment, voilà, est-ce que ça peut participer aux hypothèses que vous avez soulevées de mettre en veille, euh, voilà, un intérêt particulier à mettre en veille l'axe de la résistance pour réussir sur un plan international à aboutir à des gages de relance de l'économie. Est-ce que vous avez des éléments en particulier à soulever? Je peux commencer par toi, Kevin. Je te cède la parole, peut-être. Oui, oui. Alors, déjà, voilà, sur la question que tu viens de poser, est-ce que ça peut nécessairement jouer sur les négociations? Oui. Mais est-ce que cela peut jouer? Oui. Est-ce que cela va jouer le fait de négocier et donc de mettre en veille cet axe de la résistance? Moi, l'analogie que je me faisais pour dire que non, finalement, c'est la crise du détroit d'Ormuz de 2011-12. On est en décembre 2011 et en janvier 2012. Vous avez vraiment l'Iran qui explicitement dit si je ne peux pas exporter mon pétrole, alors plus personne ne pourra exporter son pétrole. Vous avez différents déploiements navals français, anglais et américains dans la région. Vous avez des menaces et un très très haut niveau de tension. On pense peut-être qu'il va y avoir des affrontements directs, alors qu'à ce même moment, comme je vous le disais, on est en 2011-12, on est dans les dernières finitions du JCPOA aussi à la fois, avec justement des États qui s'attablent pour discuter. Donc, comme tu prenais l'exemple tout à l'heure du fait qu'à Washington, certaines choses peuvent se passer et d'autres choses peuvent se passer sur la région moyen-orientale, ce ne serait pas la première fois, notamment en impliquant l'Iran, qu'il puisse y avoir des déclarations très véhémentes et en réalité des discussions. Et ensuite, pour revenir donc sur ce que tu disais sur les négociations potentielles avec l'Iran, alors tu parlais de faire Madame Irma tout à l'heure, Sophia, moi je me suis un peu risqué à cet exercice. En janvier, j'avais écrit un tout petit papier chez The Conversation où je disais est-ce que le retour de Trump implique nécessairement un retour de la confrontation avec l'Iran? Assurément oui, mais avait-on peut-être une petite fenêtre de négociation pour avoir une sorte de deuxième deal, un JCPOA 2.0? Je disais que c'était un accord, c'était une probabilité faible, mais existante et crédible. Euh, Donald Trump retourne à la Maison-Blanche et Donald Trump se définit lui-même comme étant un deal maker. I'm here for deals, right? Je suis ici pour faire des deals, pour faire des deals, des marchés. On n'est plus dans la négociation internationale, dans les traités internationaux, mais vraiment dans des accords. Lorsque vous regardez les propositions de discussion, de négociation qu'il a envoyées avec l'Iran, ça tient vraiment sur une page. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. C'est très sommaire. Et alors évidemment, c'était une proposition de négociation, donc on vous tend la main et en même temps on vous met un pistolet sur la tempe. Il disait sinon on vous attaquera d'ici 2 mois. Et évidemment, pour des raisons, on y revient, autant internes qu'internationales, initialement, Khomeini se disait opposé. Alors d'abord, il a nié avoir reçu un courrier en provenance de Trump, il s'est dit ensuite opposé, et maintenant on entend le fait qu'il serait plutôt d'accord pour la négociation. Euh, pour préparer cet événement, je regardais les déclarations de Abbas Araghchi, qui est devenu ministre iranien des Affaires étrangères, et qui disait comment l'Iran est prêt à négocier avec les États-Unis d'Amérique. Et alors peut-être juste une petite mention, je discutais il y a 2 semaines avec un collègue du Quai d'Orsay qui me faisait la confidence que c'est le flou total du côté des partenaires des États-Unis. Et il m'a dit, nous-mêmes, en fait, nous ne savons pas parce que
Donald Trump est imprévisible. Il est imprévisible d'abord pour son administration lui-même et ensuite pour nous. Et il se justifiait du fait d'un voyage à Washington où il discutait avec ses homologues du côté américain. Il disait en fait nous-mêmes, nous devons vraiment suivre au doigt et à l'œil ce que nous dit Trump en direct. Nous n'avons pas nécessairement notre mot à dire dans cette discussion-là. Et donc, est-ce que cette négociation est possible? Je le crois. Peut-elle arriver très rapidement? Tout est possible. Sincèrement, je me rappelle très précisément d'une discussion que j'avais eue avec François Nicoulot, qui a été considéré comme un expert, enfin, du moins un très bon connaisseur et plutôt impartial de la France et de l'Iran dans cette relation. On était en mars 2018. Alors, c'est un ancien ambassadeur de France à Téhéran, et il me disait, mais euh, dur comme du fer, Trump ne peut pas sortir du JCPOA, c'est un deal qui a été trop durement négocié. Si lui est imprévisible, quelqu'un dans son administration va le retenir. Et un mois plus tard, il est sorti. Et donc, c'est pour ça que peut-on dire que assurément il ne va pas négocier avec Téhéran? On ne peut pas le dire. C'est quelque chose qui est vraiment possible et crédible. Et je pense plus crédible aujourd'hui qu'hier. Oui, alors je pense aussi que sur la négociation américaine de manière générale et le positionnement de Trump, ce que tu disais, hein, l'imprévisibilité et la manière dont les partenaires ne savent pas vraiment sur quel pied danser n'est pas que enfin, voilà, c'est pas que le cas sur le dossier du nucléaire iranien. Je pense que tous les dossiers actuellement sont un petit peu dans cette logique-là et les partenaires, où qu'ils soient, quelles que soient leurs institutions, attendent un petit peu les éléments. Est-ce que éventuellement Wendy ou Sophia, vous voulez rajouter quelque chose sur cette dimension des négociations et voilà, potentiellement dessiner des perspectives? Très rapidement, juste pour laisser la parole à Wendy, les négociations secrètes ont toujours existé hein, entre l'Iran et les États-Unis. Ça a été le cas pendant la guerre Iran-Irak. Ça a été le cas aussi avec les forces Quds, donc les fameuses forces extérieures des gardiens de la Révolution pour protéger l'Afghanistan des talibans. Où à la fin des années 90, Qassem Soleimani avait négocié indirectement avec l'administration américaine, et ça c'est connu. Hein, c'est pas c'est un fait qui est tout à fait commun aujourd'hui dans l'histoire des relations internationales. Et en plus, quand on connaît les liens de Donald Trump, que ce soit avec la Russie ou avec d'autres partenaires, je dirais, effectivement, je rejoins Kevan, pas de négociation, pas sûr. Franchement, on sait jamais. C'est l'inconnu, mais c'est l'inconnu d'un personnage qui est à la tête des États-Unis, qui fait des deals en effet, et qui ne se fonde pas sur une longue tradition des relations internationales aussi. Et en même temps, ça fait partie de l'histoire. Les pourparlers secrets par le biais de Oman ou par le biais du Qatar, et peut-être même par le biais de l'Arabie Saoudite. Alors ça, j'ai entendu, on serait la cerise sur le gâteau. Mais c'est possible. En fait, quoi vous dire à part que c'est possible? Oui, c'est d'autant possible qu'on peut également se passer de partenaires intermédiaires de d'autres pays et puis même au sein même, Totalement. c'est ce que on disait un petit peu dans la première partie, hein, il y a une dualité également qui existe, ou en tout cas, enfin, voilà, plusieurs visages qui existent au sein de la politique intérieure iranienne et qui permet également des négociations, parfois même portées par des acteurs institutionnels. En tout cas, c'était le cas, comme tu le disais, hein, comme tu le rappelais, durant la guerre Iran-Irak dans les années 80. Les canaux parallèles sont foison à cette époque-là et éventuellement on peut se poser la question d'une persistance de cette diplomatie en soi. En une minute. Bien sûr, non, mais Désolé, hein, je suis très très bavard parce que justement pour dire à quel point on est tous d'accord et je suis encore d'accord avec Sophia sur les canaux parallèles, juste à titre anecdotique, pour peut-être un peu se remettre les idées en place. Rappelons-nous que durant la guerre Iran-Irak, l'Iran, je reformule la phrase, pardon, la République islamique d'Iran a acheté de l'équipement matériel auprès des États-Unis et aussi auprès d'Israël. Vous voyez? Et auprès des Européens également, Oui. mais qui n'étaient également sous sanctions économiques et autres, comme tu l'as rappelé. Voilà, complètement. Il y a les relations officielles, il y a les relations officieuses. Vous avez même eu une rupture diplomatique entre la France et l'Iran qui continue quand même de se parler. Il me semble on est fin 87, 88. On est en 87 exactement. Voilà, c'est ça. Et ensuite, juste dernier point, ensuite vraiment je m'arrête par rapport à la médiation. L'Arabie Saoudite, je l'avais pas entendu, mais j'avais entendu parler de la Russie. Oui, Pour vous dire comment les négociations États-Unis-Iran ne seraient, alors à Oman non, en Irak non, à Genève plus, à Vienne non plus, en France n'en parlons même pas. Et maintenant, ce serait la Russie qui serait considérée comme une potentielle médiatrice, donc puissance à peu près intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran.
de manière un peu peut-être adventiste, c'est pour dire à quel point, malheureusement, selon moi, malheureusement, les Européens sont complètement hors du jeu sur le nucléaire iranien, Mais dans ça, la négociation sur le nucléaire mais ça iranien. également, on pourra en reparler puisque c'est pas faute de voir des initiatives également, notamment portées par la France, pour essayer de remettre l'Europe et notamment donc la France au centre du jeu sur les négociations nucléaires. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la Russie. On pourra y revenir sur ce troisième point parce que ça permet de faire aussi un parallèle avec les négociations, la position de médiatrice que prend la Chine de plus en plus dans les relations diplomatiques, dans la politique étrangère iranienne. Mais je laisse ça pour des possibilités d'ouverture sur ces points-là. Peut-être Wendy, tu veux rajouter quelque chose sur ces éléments avant qu'on passe au troisième point? Oui, alors effectivement, pour donner l'exemple très concret de négociations directes secrètes entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, c'est les négociations qui se sont tenues à Oman en 2012 pendant le mandat de Mahmoud Ahmadinejad, donc qui fait partie du spectre politique, enfin de la droite du spectre politique iranien. Alors lui-même n'était pas impliqué, mais en tout cas, on approchait donc des élections présidentielle en 2013 et l'administration essayait de tester un petit peu si un modéré venait de pouvoir, est-ce qu'on pourrait faire un deal. En tout cas, ce sont ces négociations secrètes directement entre les États-Unis et la République qui ont été absolument fondamentales dans la conclusion du deal. Et je dirais que les Européens sont arrivés sur le tard et peut-être un peu pour la forme, pour pas trop les vexer. En ce qui concerne l'actualité, en tout cas, Donald Trump, effectivement, a manifesté une intention de négocier en envoyant une lettre à Ali Khamenei. Il est passé par les Émirats arabes unis pour le faire. Et donc, c'est potentiellement cette puissance qui pourrait jouer le rôle de médiateur, enfin de médiatrice des négociations. Et donc non plus ni Oman ni le Qatar qui jouent beaucoup ce rôle-là, ni l'Arabie saoudite. Et effectivement, la Russie s'est proposée d'être médiatrice. Maintenant, la Russie, elle-même engagée dans un conflit, n'est peut-être pas la mieux placée pour avoir ce rôle de médiateur, puisque quand on est un médiateur, on doit quand même avoir une position un peu neutre dans les relations internationales. Donc, il semblerait que, effectivement, l'Iran, le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré que des négociations indirectes étaient possibles. Donc, on aura quand même besoin ici d'une puissance médiatrice, parce que s'il y a négociation directe, ce ne sera pas pour tout de suite. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans ce deal parce que quand Donald Trump se retire en 2018 du deal en disant que c'est un mauvais deal, l'Iran enrichit à 3,67% son uranium. Aujourd'hui, l'Iran enrichit à 60% son uranium. Dans le deal, l'Iran n'est autorisé à avoir qu'une centaine de kilos d'uranium, je crois que 300, Ouais, c'est ça. quelque chose comme ça, d'uranium enrichi. Aujourd'hui, d'après le dernier rapport de l'AIEA qui date du 28 février 2025, l'Iran a au total 8294,4 kg d'uranium enrichi. C'est une estimation parce que l'AIEA n'a pas la possibilité de mener à bien ces inspections. Donc, c'est une estimation sur la base de déclarations iraniennes. Et dans ce total d'uranium enrichi, l'Iran a enrichi à 60% 274,8 kg d'uranium. Et donc, c'est suffisant pour fabriquer, ce que disent les experts, jusqu'à cette tête nucléaire. Donc, il est bien évident que, je te rejoins totalement, l'Iran non seulement ne va pas mettre dans la balance des négociations l'axe de la résistance, donc ça me paraît complètement exclu, puisque l'Iran est quand même dans une situation de vulnérabilité et donc peut quand même toujours un peu manœuvrer grâce à cet axe. Par ailleurs, Trump est quand même décrédibilisé en termes de partenaires, c'est-à-dire que ils se disent bon bah on va faire un deal, mais ce type n'est pas fiable. Regardez ce qu'il fait à Zelensky. Donc ça a été très repris dans les médias iraniens. Et donc négocier oui des deux côtés. Pourquoi? Parce que l'Iran est à deux doigts d'avoir la bombe, même si les autorités disent on veut pas faire une bombe, mais n'empêche que le programme avance.
et que je crois que ce serait dans l'intérêt de personne de voir la région s'embraser un peu plus avec l'ensemble des positions américaines, européennes qu'il y a dans la région. Et puis, les Iraniens ont indiqué très clairement qu'il y aurait des représailles tout à fait massives, y compris si les États de la région donc accordaient l'utilisation de leur espace aérien à Israël pour les frapper. Donc, je crois que personne n'a intérêt à ce qu'on en arrive là, parce qu'une flambée des cours du pétrole au niveau mondial, je crois que c'est dans l'intérêt de personne. Et donc, peut-être que là, effectivement, on peut avoir un intérêt à négocier. Mais négocier, ça peut être déjà reprendre un dialogue, faire baisser la tension, peut-être revenir à la déclaration de mars 2023 entre l'AIEA et l'Organisation de l'énergie atomique iranien, à savoir déjà si on pouvait commencer par régler les dossiers en suspens à l'AIEA, l'Agence internationale, qui concernent des questions qui ne sont pas clarifiées depuis plusieurs années. Ce serait déjà une grande, enfin, un premier pas qui serait déjà énorme. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir négociation. Je me demande ce que les Iraniens seront prêts à négocier. Il est bien évident que que le 0% d'enrichissement que certaines personnes dans l'entourage de Trump ont dit, c'est complètement délirant. Enfin, je veux dire, ça n'arrivera pas. Mais peut-être recréer du dialogue. Bien sûr, J'adore les propos de Wendy. Je suis vraiment, Éclaté. non, je suis complètement d'accord et je m'inscris dans la droite. Je vais juste rebondir sur deux petits aspects, sur peut-être un petit rappel, reminder sur l'état de l'atome au Moyen-Orient et ensuite sur quoi pourra-t-on négocier. C'est vrai que dans les lieux communs intellectuels qu'on a par rapport à l'Iran et par rapport au Moyen-Orient, on a le réflexe presque pavlovien de dire que si l'Iran si l'Iran obtenait l'arme nucléaire, alors d'autres États voudraient nécessairement l'arme nucléaire ou du moins la technologie atomique. Sauf qu'en réalité, je vous apprends rien, le Moyen-Orient est déjà nucléarisé. Il y a déjà l'arme nucléaire au Moyen-Orient. Je vous fais et là, c'est pas Kevin Gaffetti qui vous le dit, c'est Colin Powell. Mettez juste sur votre ordinateur, téléphone, Colin Powell, WikiLeaks, Israel Nuclear Weapons, et vous verrez que, je le cite, Israël a 300 têtes nucléaires tournées vers Téhéran. Ambiance. Pour vous dire comment, en réalité, vous avez déjà le nucléaire. La Turquie fait partie de l'OTAN, donc il y a la possibilité pour les États-Unis de mettre des armes nucléaires américaines sur le sol turc, comme c'est déjà le cas dans certains pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Vous avez, encore une fois, c'est pas moi qui vous le dis, mettez tout simplement France, Émirats Arabes Unis, accord nucléaire 2014. Vous avez des accords de coopération civile sur le nucléaire aux Émirats Arabes Unis, et je ne vous apprends rien, la technologie nucléaire est duale. Lorsque vous avez l'un, vous avez l'autre. Lorsque vous avez la technologie civile, assez rapidement, vous pouvez avoir la technologie nucléaire. Et donc, peut-être aussi pour rappeler cela, Wendy vous rappelez le fait que l'Iran devait se maintenir à 3,67% d'enrichissement. On est aujourd'hui à 60%. Pour vous dire, on est sur du civil entre 0 à 20%. En dessous de 20%, on est sur du civil. Pour du militaire, il faut 90%. Sauf que c'est exponentiel l'enrichissement. De 0 à 20%, c'est comme pédaler. Lorsque vous êtes sur votre vélo, de 0 à 20% au début, c'est très facile, très difficile. Et lorsque vous avez commencé à pédaler, c'est extrêmement aisé. Donc enrichir de 20 à 90% est quelque chose d'assez facile à faire. Donc ce n'est pas que l'Iran me semble-t-il, ne peut pas avoir l'arme nucléaire, c'est que l'Iran ne veut pas. On est plus sur une question de possibilité, mais de volonté. L'Iran est ce qu'on appelle un état du seuil, c'est la volonté politique qui manque et pas la possibilité pratique. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, sur de quoi peut-on parler justement, à propos de quoi peut-on négocier, puisque l'Iran, après donc 2018, et surtout à partir de 2021, avec le retour de Biden, enfin l'arrivée plutôt de Biden à la Maison-Blanche, disait nous ne pouvons pas négocier avec vous parce que nous n'avons plus confiance en vous. Vous pouvez négocier, vous pouvez vous attabler. 4 ans plus tard, ce sera un autre président. Peut-être que Harris viendra, peut-être Clinton fera le comeback, je ne sais plus combien, quel épisode, pour essayer de revenir négocier. Donc, peut-être que ce deal va sombrer une nouvelle fois. Et donc, vous avez un réel déficit de confiance dans le mot, dans la parole américaine. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et de l'autre côté, avant, l'Iran disait nous ne nous attablerons pas avec les Américains sans le préalable de la levée complète de toutes les sanctions pesant sur le nucléaire. Pour justement revenir à JCPOA, à la situation de JCPOA. Et comme tu le disais ensuite, Wendy, ça, maintenant, il y a des choses qui ne sont pas possibles, de passer à 0% d'enrichissement. Mais est-ce que c'est aussi possible maintenant de demander de manière préalable de lever toutes les sanctions économiques comme
prérequis pour discuter, je n'y crois pas non plus. Et donc, il va y avoir du pragmatisme nécessaire et de la part des États-Unis et de la part de l'Iran. Il va y avoir des concessions. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Oui, c'est intéressant que tu replaces un petit peu cette stratégie iranienne du nucléaire dans une logique davantage de dissuasion, en fait, qu'on a tendance un petit peu peut-être à obscurcir ou à mettre de côté. Un autre élément qui était soulevé, qui est soulevé régulièrement par d'autres chercheurs, c'est le fait que finalement, on cherche absolument à mettre la focale sur le nucléaire, ce qui obscurcit également, ce qui met un petit peu dans l'ombre toutes les technologies militaires qui sont en voie de développement en soi et qu'on a redécouvert avec la guerre en Ukraine et les technologies iraniennes qui ont été utilisées sur le sol à l'encontre des Ukrainiens par la Russie. Donc c'est assez intéressant de pouvoir voir que, encore une fois, c'est ce que tu rappelais Wendy au tout début, hein, sur la dimension de la guerre, de la conception du conventionnel, l'appui sur les armes en tant que telles et le développement des drones et des missiles balistiques. Et de l'autre côté, l'axe de la résistance. Et là, je pense qu'on boucle la boucle de notre sujet, hein, de savoir que les deux vont ensemble et que les deux voilà, sont la base de la réflexion stratégique iranienne. Et donc, voilà, peut-être qu'on peut enchaîner sur notre troisième point, qui est donc de s'intéresser à ces perspectives alors je vais dire redéploiement stratégique qui ont déjà été un petit peu brossées tout à l'heure par Wendy, et dessiner d'autres ouvertures, à savoir, donc je reprends un petit peu tous vos propos, est-ce que on serait dans un intérêt de mettre en veille l'axe de la résistance? Est-ce que voilà, c'est une dimension du nucléaire, est-ce que on arriverait vraiment à négocier? Est-ce qu'il n'est pas temps pour l'Iran d'aller chercher d'autres alliances, d'autres terrains sur lesquels essayer de trouver un petit peu une nouvelle force ou un nouveau souffle international? Voilà, quelles sont vos idées, quelles sont vos réflexions? Wendy, je te laisse commencer que tu as été celle qui a brossé le tableau. Je laisse prendre la parole. Oui, alors, donc, parmi les éléments, les récentes évolutions, j'ai déjà parlé de cette intégration régionale qui, je le rappelle, est un objectif depuis les années 90 puisque l'Iran était relativement isolé, mais qui s'est concrétisé que récemment, notamment avec cet accord de normalisation avec l'Arabie saoudite. Et cet accord, il est clé parce que sans la validation de l'Arabie saoudite, par exemple, l'Égypte ne s'autoriserait pas à normaliser les relations avec l'Iran. Donc, on peut s'imaginer que cet accord peut avoir une sorte d'effet un peu papillon pour autoriser certains États de la région à normaliser avec la République islamique. Et donc, avec l'Arabie saoudite, ce qui est intéressant, donc, c'est que ces accords rétablissent les relations diplomatiques. Il y a tout un package économique, mais il y a aussi une coopération militaire, alors qui est peut-être timide pour l'instant, mais en tout cas, il y a eu en octobre 2024 des War Games qui ont été conduits conjointement par l'Arabie saoudite et par l'Iran. On peut noter aussi la visite des autorités militaires saoudiennes à Téhéran en novembre 2024. Donc c'est quand même relativement notable quand on se souvient de l'état des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran il n'y a pas si longtemps. Donc pour moi, il y a un vrai shift ici dans cet accord. Donc l'Égypte, je reviens pas dessus. Voilà. Ensuite, donc premièrement, donc intégration régionale qui en tout cas est un peu timide mais est en cours. Et aussi un phénomène que j'ai noté, c'est un accent sur, en tout cas une volonté de désenclaver les intérêts iraniens du détroit d'Ormuz et du Proche-Orient et aussi du détroit d'Ormuz. Et donc il y a des réflexions qui ne sont pas nouvelles, mais qui ont trouvé un regain d'intérêt accru récemment sur le fait de vraiment de désengorger le commerce iranien de ce détroit en allant plutôt, en décalant les infrastructures vers le sud-est et les côtes de Makran, qui sont les côtes au sud-est qui ouvrent sur la mer d'Oman et qui jouxtent la frontière avec le Pakistan. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre, si vous avez entendu parler de débat de déplacer la capitale de Téhéran là-bas, c'est notamment, il y a plein de raisons, notamment parce que Téhéran est construit sur une grande faille sismique
y a plein de raisons et c'est un débat qui est récurrent en Iran, mais donc ce serait aussi de s'émanciper de ce détroit d'Ormuz qui est si problématique. Parmi les nouvelles orientations stratégiques, il y a aussi un accent remarquable ces 2-3 dernières années sur la marine iranienne, avec une nouvelle doctrine qui vise à faire de l'Iran une puissance maritime, ce que l'Iran n'est pas. Enfin, je veux dire, c'est complètement nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement que l'Iran se projette au-delà de ses territoires de projection habituels qui sont traditionnellement le Moyen-Orient, notamment avec un focus sur le Proche-Orient. Et il y a un effort capacitaire sur le naval avec une présence accrue de l'Artesh, qui est l'armée régulière. Il y a 2 armées en Iran, l'Artesh et l'armée révolutionnaire, les gardiens de la Révolution, qui toutes 2 opèrent sous un commandement intégré. Et on parle souvent des gardiens de la Révolution, on parle moins de l'Artesh. Et l'une des évolutions qu'on pourrait voir arriver, c'est une sorte d'empowerment de l'Artesh, justement à travers cette stratégie navale qui les met à l'honneur. Et donc parmi quelques éléments que j'ai retenus, il y a une ambition affichée de l'Iran de déployer 3 commandements dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien, avec un objectif de déploiement permanent. Et on peut dire que cet objectif a été partiellement atteint en 2023, puisque la marine de l'Artesh a été déployée pour la première fois simultanément dans l'océan Indien, dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Parmi les éléments notables, on a une frégate iranienne qui s'appelle Dena qui a fait un tour du monde et qui est retournée en Iran donc en 2023. Donc c'est une prouesse, ça n'était jamais arrivé. Et il y a un accent sur la fabrication de nouvelles classes de destroyers, de frégates, avec un objectif de production industrielle. Et donc, par exemple, parmi les derniers modèles, on a un navire de renseignement qui s'appelle le Zagros, qui est complètement indigène de construction et dont la construction s'est achevée en 2024. Donc, ce sont des éléments qui montrent une certaine évolution dans la stratégie iranienne, qui pour moi vont avec aussi une forme d'adaptation au contexte dont on vient de parler, donc cette déroute de la dissuasion iranienne. Je terminerai en ouvrant aussi, c'est parce que ça m'a vraiment étonnée. J'ai découvert récemment que les Iraniens avaient également des vues sur l'Antarctique, comme beaucoup de pays. Il y a une démocratisation, hein. Enfin, il y a beaucoup de pays qui adhèrent au traité de l'Antarctique. Les derniers pays sont des pays du Moyen-Orient, d'ailleurs, ce sont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui ont adhéré au traité sur l'Antarctique avec un statut non consultatif. Mais j'ai été plus surprise de voir que les Iraniens ont aussi pour objectif d'ouvrir une base scientifique en Antarctique, ce qui montre ils sont quand même en train de changer leur mapping de projection, en tout cas sur le globe. Alors pourquoi l'Antarctique? L'une des raisons, c'est qu'il y a des ressources absolument incroyables qu'il est tout à fait interdit d'exploiter à ce jour, justement parce que le traité sur l'Antarctique avec le protocole de Madrid interdit cette exploitation. Mais il y a dans la tête des Iraniens comme de nombreux pays cette idée qu'un jour, il sera possible d'exploiter dans le temps long, mais les Iraniens pensent dans le temps long, il sera possible d'exploiter ces ressources. Et donc les Iraniens veulent faire partie du jeu et veulent être présents pour que le jour, si un jour ça arrive, je n'espère pas, eh bien, ils auront leur part du gâteau. Donc, il y a également les plus grandes réserves en eau douce au niveau du globe en Antarctique, et il y a aussi des intérêts militaires, puisque c'est le point du globe où on peut le mieux contrôler la trajectoire des missiles balistiques. Et ça, tout ce que je vous dis, ce sont des propos que j'ai tirés de la part de représentants, de hauts gradés militaires iraniens, ou alors de représentants politiques. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Iraniens projettent, ce qui est très difficile, c'est pas pour demain. Non seulement ils n'ont pas le budget, enfin, je veux dire, ça coûte énormément d'argent. Sur le plan technique, pour y aller de manière très autonome, c'est très compliqué puisque
il faudrait être capable de construire aussi des brise-glaces et c'est très rare. Enfin, il y a très peu de pays qui sont capables de construire des brise-glaces. Mais en tout cas, ce qu'on va pouvoir voir dans les prochaines années, je pense, c'est l'envoi d'Iraniens dans des missions en Antarctique de pays qui font partie du système, du traité sur l'Antarctique, et qui vont comme ça pouvoir former quelques Iraniens dans les missions. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça a déjà été le cas il y a 15 ans. Il y a un masterand qui a intégré une équipe indienne pour aller en Antarctique, mais ça n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire de la République islamique d'Iran. Mais en tout cas, on voit qu'un institut sur l'Antarctique a été créé, qui dépend du ministère des Sciences. Et les Iraniens, depuis 2014, font partie d'un comité qui s'appelle SCA, un comité scientifique qui est associé, qui fait partie du système du traité de l'Antarctique. Donc on voit quand même qu'il y a, je pense qu'il faut prendre cette volonté tout à fait au sérieux, même si les moyens aujourd'hui ne sont pas là. En tout cas, ça montre qu'il y a quand même un changement, je pense, dans la représentation mentale de la stratégie et de la grande stratégie iranienne. Et c'est très intéressant ce que tu nous démontres parce que de l'autre côté, on parle voilà, de moyens techniques à mettre en œuvre pour arriver à aboutir en fait à la mise en œuvre de cette conception. De l'autre côté, je note quand même que tu nous as parlé d'une construction indigène, donc c'est-à-dire avec les propres moyens iraniens et donc la mise en œuvre quand même de moyens techniques, euh, techniques et voilà de l'ingénierie iranienne en tant que telle qui est quand même envoie à des prouesses technologiques avec des quand même faut rappeler une économie de la résilience qui est quand même présente depuis plusieurs années voire plus d'une dizaine d'années et autres et qui tend à se durcir particulièrement. Est-ce que là une question ouverte à chacun, on peut s'intéresser également au niveau de coopération qui sont mises en œuvre de plus en plus avec la Chine et potentiellement avec voilà comme je disais tout à l'heure la Chine qui se pose en tant que médiatrice notamment avec des accords une réflexion qui a permis à désamorcer un petit peu les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La Chine c'est la première médiatrice. La Chine reste un partenaire, en tout cas, est le premier partenaire de l'Iran. Est-ce que ça pourrait participer à le développement, en tout cas, on le sait, qui permet de contourner un petit peu les sanctions et pourquoi pas permettre justement à l'arsenal maritime iranien de se développer davantage dans cette réflexion-là. Est-ce que peut-être, voilà, vous avez des éléments de réflexion, c'est une idée, mais si vous souhaitez rebondir sur les propos de Wendy, je vous laisse la porte ouverte, évidemment. Alors, par rapport à ce qu'a dit Wendy, encore une fois, je suis pas très original, je suis tout le temps d'accord avec, avec Sophia et Wendy. L'Iran a réalisé des prouesses technologiques en propre, et ensuite en groupé, on pourra l'aborder. En propre, assez récemment, je pense qu'il ne faut pas oublier le fait que l'Iran a réussi à envoyer ses propres satellites dans l'espace. Il y a eu les modules Ferdowsi, il y a eu les modules Simorgh, pour ceux qui connaissent la culture iranienne et toute la symbolique qu'il y a derrière. Et donc, l'Iran a pu rejoindre par ses propres forces indigènes, comme tu les qualifiais, le club très restreint, presque aussi restreint que le club des États atomiques, par exemple, des États qui arrivent à envoyer des satellites nationaux dans l'espace. Ça, c'est quelque chose qui est formidable pour la prouesse technologique iranienne. Et ensuite, peut-être juste un autre exemple, il y a aussi le fait que l'Iran arrive à avoir certaines coopérations technologiques non désirées avec les États-Unis, si on peut les appeler comme ça, et je m'explique. On est en juin 2020 lorsque vous avez un drone Reaper américain qui est repéré par les services iraniens. Et ces drones Reaper américains sont des drones utilisés pour l'espionnage et pour l'assassinat et volent à une très très haute altitude, à peu près 2 fois l'altitude des avions civils pour justement être en principe indétectables. Et donc, les États-Unis réalisaient certaines opérations, selon leur dire, dans le Golfe Persique. Et ensuite, là où il y a débat, c'est où a été frappé ce drone. Les Américains disent que ce drone a été frappé alors qu'il était au-dessus des eaux internationales. L'Iran dit non, il nous a espionnés. Bon, les débris de ce drone américain qui a été abattu par l'Iran sont tombés sur le sol iranien. Donc, je vous laisse faire vos propres déductions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis ont démontré une faillibilité et l'Iran a réussi à montrer le fait qu'il pouvait atteindre des drones espions américains. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que ils ont récupéré les débris et comme
ils ont été assez ingénieux, ils ont fait de la rétro-ingénierie pour ensuite réutiliser comment dire, des morceaux de la technologie du drone pour améliorer leur propre drone, n'est-ce pas? Et ensuite, ce sont des drones qui ont pu être déployés en Syrie notamment et qui ont été relevés, abattus et relevés par les services israéliens. Donc, comment vous avez des drones iraniens qui sont d'une qualité assez dithyrambique et qui arrivent même en fait à s'inspirer de la technologie américaine. Ça, c'était la première chose. La deuxième, par rapport au détroit d'Ormuz, je me rappelle qu'en début, on va dire la première moitié de l'année 2021, vous aviez l'Iran qui euh, mettait beaucoup en avant le fait qu'ils arrivaient maintenant à faire des pipelines qui contournaient ce détroit d'Ormuz en allant de Gorée à Josk. Donc pour juste contourner le détroit d'Ormuz et justement éviter ce goulet d'étranglement. Bon, c'est un pipeline qui est fonctionnel, mais avec un taux, avec un débit extrêmement faible et qui peut absolument pas compenser tous les pétroliers iraniens. Et ça me fait justement faire le lien avec la Chine, tous ces pétroliers iraniens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier importateur du pétrole iranien, c'est la Chine. Et en réalité aussi le premier importateur du pétrole saoudien, c'est aussi la Chine. Donc c'est pour montrer que la Chine est complètement non discriminante dans ses rapports commerciaux au Moyen-Orient. Si vous regardez les États membres de bon, je vais écorcher le nom, c'est la AIIB, c'est la Banque d'infrastructure et d'investissement asiatique. C'est la banque qui gère les routes de la soie, le projet des nouvelles routes de la soie. Vous avez l'Iran, vous avez Israël, vous avez l'Afghanistan, vous avez la Syrie, vous avez l'Arabie Saoudite. Donc la Chine est un partenaire économique de l'Iran, mais pas du tout un partenaire exclusif. Vraiment, la Chine fait son business avec tout le monde. Et donc, peut-être un peu pour refaire une transition en même temps quelque chose de plus large, on a un peu, encore une fois, l'habitude de dire que l'Iran la Chine, pardon, seraient des alliés incontestables. On se rappelle du Lion Dragon Deal de 2020, l'accord, le plan global ou le partenariat global stratégique entre la Chine et l'Iran. On l'a estimé à 400 milliards d'investissements étalés sur 25 ans. Ça s'est pas encore matérialisé très concrètement et très positivement dans l'économie iranienne. Donc c'est pour ça que je suis assez distancié par rapport à cette relation économique chinoise qui est importante, mais qui n'est peut-être pas aussi game changer que ce qu'on a pu dire. Peut-être juste en dernier mot de conclusion, on avait beaucoup fait bruit, grand cas de l'Iran rejoignant l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai, pour la coopération de Shanghai, qui n'a encore une fois pas complètement relevé l'économie iranienne, loin s'en faut. Merci beaucoup, Kevin. Sophia, un petit mot. Très, très rapidement, parce que quand je t'entendais parler, Wendy, ça m'a fait penser à un texte de doctrine qui est sorti en 2019 de l'état-major iranien qui parlait dans la doctrine de la défense douce, donc de tout le. Alors la défense douce, c'est très simplement la défense dans tous les pans démilitarisés iraniens. Donc c'est un document de doctrine qui est sorti, qui est public dans les bases de données iraniennes scientifiques et qui parlait de plusieurs domaines, dont le domaine culturel. Et dedans, il y avait le domaine technologique qui avait une place très importante. Et cette notion du indigène était centrale. Le boumi, alors boumi, c'est la traduction littérale, mais c'est l'objectif est de développer la science, développer la technologie, développer l'éducation aussi en fait, ça se complète en plus du culturel dans les aspects démilitarisés, même si la technologie a un lien direct avec le domaine militaire. Et c'est pareil dans les télécoms et dans l'internet aussi. L'objectif iranien, c'est de développer un internet indigène, donc qui structurellement est difficilement possible, mais qui existe. Et l'objectif, c'est de pouvoir filtrer le plus possible toutes connexions étrangères et d'empêcher les Iraniens de se connecter à l'étranger. Et ça, c'est un objectif clair de la défense douce aussi, c'est de pouvoir contrôler très très bien son Internet et de pouvoir autoriser des pays comme la Chine à y accéder, mais aux dépens d'autres comme les pays européens, par exemple. Donc ça fait une partie intégrante de cette grande doctrine qui avait été mise en place en 2019. Oui. Oui, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Kevin, enfin ce qu'ont dit Kevin et Sophia sur le lien à la Chine. Donc je suis complètement d'accord avec Kevin. Il faut faire attention aux termes qu'on emploie pour décrire cette relation
de coopération entre la Chine et l'Iran et même entre la Russie et l'Iran. Il ne faut pas oublier que la Chine et l'Iran sont des grandes puissances qui font partie du P5 et ont pas toujours eu des relations, enfin en tout cas pour la Russie, faciles avec l'Iran. Et donc j'aime bien rappeler que pendant les négociations sur le nucléaire iranien entre 2003 et 2015, la Russie avait une position beaucoup plus dure que les États-Unis, puisque la Russie ne voulait pas que les Iraniens soient autonomes dans les technologies d'enrichissement de l'uranium sur leur propre sol. Donc comme les Russes étaient quand même partenaires de l'Iran, ils avaient dit on va prendre votre uranium, on va l'enrichir en Russie, puis on vous le ramène. Sauf que les Iraniens voulaient, comme tous les États sont normalement autorisés à le faire, hein, pouvoir maîtriser le cycle complet de l'uranium, pourvu que ce soit pour des fins pacifiques et non nucléaires, bien sûr. Et c'est ce que Barack Obama a octroyé aux Iraniens, et c'est pour ça que ce deal était une grande victoire pour l'Iran, puisque les US ont accordé quelque chose à l'Iran que même la Russie, partenaire de l'Iran, n'était pas prêt à accorder à l'Iran. Pour revenir à la Chine, donc aujourd'hui, l'Iran est entièrement dépendant de la Chine, puisque la Chine est quasiment le seul État aujourd'hui qui achète le pétrole iranien qui est sous embargo. Là où ça commence à devenir compliqué pour l'Iran, c'est que même si c'est un pays qui a rebondi 1000 fois et qui développe tout un tas de solutions pour contourner les sanctions, et ça fait partie de son ADN de le faire, et elle a l'habitude de le faire, c'est que là, avec les dernières sanctions de Donald Trump, celles qu'il a prises récemment, elles visent à empêcher même ce commerce sous flotte fantôme. C'est comme ça qu'on parle pour l'exportation cachée du pétrole iranien. Et donc, ces sanctions visent à empêcher même ces transactions qui, jusque-là, avaient permis à l'Iran de maintenir une exportation de son pétrole. Et donc là, ça commence à devenir compliqué, et d'où le fait que l'Iran dise qu'ils sont prêts à négocier de manière indirecte, c'est que ils sont quand même mis au pied du mur. Et en ce qui concerne leurs ambitions, puisque on l'a vu, ils ont des ambitions. C'est un pays qui a des ambitions spatiales, qui a des ambitions en Antarctique, enfin, qui a en tout cas la volonté d'avoir un statut relativement élevé dans le système des relations internationales. Eh bien, il faut que le pays sorte des sanctions, non pas seulement parce que en interne la situation est très compliquée, mais aussi parce que ils ont tout simplement besoin de pouvoir développer leur technologie, et qu'il y a une certaine limite. À un moment donné, ils ont aussi besoin de transfert de technologie, et ils ont aussi besoin tout simplement d'argent. Et pour la coopération, par exemple, tous leurs projets de développement des côtes de Makran et du port de Chabahar, qui est situé dans cette région-là, avec les Indiens, par exemple, a été bloqué parce qu'ils ont de très bonnes relations avec l'Inde, qui achetait du pétrole iranien jusqu'aux sanctions. Mais les Iraniens sont sujets à l'extraterritorialité américaine et donc ne peuvent pas ont arrêté en fait leurs activités dans le port de Chabahar. On l'a vu tout à l'heure avec l'Irak. L'Irak est subi aussi, on l'a vu là, Trump a empêché les waivers pour le business d'électricité entre l'Irak et l'Iran. Donc en fait, de toute façon, l'Iran a vraiment un besoin viscéral aujourd'hui de sortir, enfin que les sanctions soient levées, non seulement pour développer et atteindre ses ambitions, mais surtout aussi peut-être là pour une question tout simplement de survie, parce que si l'Iran ne peut plus vendre son pétrole, ça devient très compliqué pour un État rentier qui est entièrement dépendant de son exportation en pétrole pour son budget. Le pétrole iranien qui est acheté par la Chine est acheté à prix bradé. Ça, juste, il faut le rappeler. Oui. Parce que c'est un pétrole qui est sous sanction. La Chine peut se permettre, pour diverses raisons, de contourner ces sanctions. Mais les Chinois, évidemment, pensent à leur propre intérêt. Ils disent, bon, on va vous racheter votre pétrole puisqu'on est les seuls qui peuvent le faire. Mais comme on est les seuls qui le font, on va l'acheter, enfin, qui le faisons, pardon. On va le faire. Merci à tous les trois pour vos éclairages. Merci Wendy et Kevin pour ces petits mots de conclusion. Je vous propose en fait de passer désormais aux questions au public. Le fonctionnement que je vous propose aujourd'hui dans la salle et les personnes qui sont en ligne, c'est de faire en fait d'essayer d'avoir 2-3 questions
sur lesquels les intervenants pourront s'appuyer pour répondre. Et comme ça, on va essayer de faire une petite salve de questions plutôt que de faire un à un, histoire que au moins, on ne sait-on jamais si les éléments peuvent se répondre. D'autant que je suis certaine, hein, avec tous les éléments que nous avons dressés, c'est vrai qu'on a fait un panorama vraiment très, très, très large de la politique iranienne. Il y a de quoi, voilà, il y a de quoi s'interroger. Voilà, donc pour les personnes qui sont en ligne, je vous invite à écrire vos questions dans le chat, comme ça on peut les lire également et les intégrer aux questions aux questions qui seront prononcées de vive voix. Bonsoir à vous et merci pour vos interventions. Ça a dressé un panorama très complet de la situation actuelle de l'Iran. Alors avant ma question, je voudrais juste apporter quelques précisions, mais vous avez vraiment couvert l'ensemble des problématiques. Alors, vous avez évoqué au début la situation économique de l'Iran. Bah, c'est vrai que la situation économique est extrêmement difficile, ça c'est un fait. Mais évidemment, on parle d'un pays sous sanction depuis 46 ans, donc et qui tient malgré tout, ça il faut quand même le souligner. Si on prend l'exemple de la Turquie, par exemple, la Turquie n'est pas sous sanction. La Turquie bénéficie voilà, de tous les flux de commerce internationaux, mais ils sont pas fichus de contrôler leur inflation et la situation économique est catastrophique aussi. Voilà. Donc c'est bien aussi de dézoomer, de prendre un recul régional par rapport à cette situation régionale sur l'économie. Vous avez mentionné en deuxième point le dollar, du coup, vous venez de mentionner les sanctions supplémentaires qui ont été infligées, à cette fameuse flotte fantôme, qui faisait partie des derniers ressorts pour l'Iran de tirer un revenu, assez substantiel. Et quid de la dédollarisation? Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet parce que l'Iran a intégré l'OCS, vous l'avez mentionné, Keyvon, en 2022. L'Iran a intégré les BRICS en 2023. Et donc, il y a ce projet aussi plus global qui va au-delà de la simple région du Moyen-Orient, de pouvoir désormais effectuer des transactions en dehors du dollar. Au-delà des divergences entre les pays membres des BRICS, tout ça, mais c'est vraiment aussi un objectif commun que Trump, désormais, de retour aux affaires, essaye de contrecarrer. Je voulais avoir votre sentiment sur ça. Et je voulais parler de bien d'autres choses, mais j'ai pas. Merci. Merci. On va essayer de prendre 2 autres questions éventuellement pour pouvoir, donc on a une main levée devant. C'est le moment de nous corriger si on a dit des bêtises, donc vous pouvez... Voilà, mais je vous inviterai, s'il vous plaît, à garder les questions de manière très concise afin que s'il y en a plusieurs, on puisse vraiment en traiter majorité, mais garder des questions concises. Et si vous pouvez simplement éclairer le contexte de discussion du JCPOA, c'est-à-dire que est-ce qu'actuellement, avec Trump, il y a plus de négociations collectives, enfin je peux dire collectives internationales avec l'Union européenne, la Russie, la Chine, etc. Est-ce que c'est fini ça? Et la deuxième partie de ma question, c'est comment finalement on peut comprendre la relation entre les négociations du JCPOA et la politique qu'on appelle axe de résistance. Alors, merci pour vos interventions. J'avais une petite question parce que j'ai eu du mal à avoir un point de vue iranien sur ce sujet. Mais est-ce que vous considérez que la nomination de Naïm Qassem, donc le secrétaire général du Hezbollah, comme représentant de l'Ayatollah au Liban, est à percevoir comme un recentrage de la politique iranienne, ou est-ce que c'est plus symbolique qu'autre chose? Merci. Voilà, donc on peut voir sur cette première salve si vous avez des réponses à apporter. Alors, je vais bien me jeter à l'eau. Merci pour votre question. Alors, par rapport à la dédollarisation, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est nouveau pour l'Iran, vous l'avez mentionné. Le système bancaire, le système bancaire prédominant est le système bancaire SWIFT que vous connaissez. Il est, comment dire, concilié au sein d'une société belge, pour la petite anecdote, mais dont les parts sont majoritairement évidemment détenues par les États-Unis. Et l'Iran est exclu de ce système bancaire-là. De manière très pragmatique, si vous sortez votre carte bleue dans votre portefeuille et vous l'utilisez en Iran, elle ne marchera pas. Et Depuis inversement. 2012. Voilà. Donc vous ne pouvez pas accéder facilement à des ressources bancaires. Il faut amener ses propres devises. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et c'est pas du tout quelque chose de nouveau que l'Iran porte, comme vous le disiez, ce projet-là, renouvelé notamment depuis son adhésion au sein des BRICS+.
Et maintenant aussi avec ce mouvement un peu plus large de Sud global, l'Iran ne fait pas partie de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, un des rares États à ne pas faire partie de l'OMC, blocage américain évidemment. Et l'Iran était seul, enfin un des très rares à être vocaux pardon, sur ce projet de dédollarisation de l'économie. Et maintenant, on en entend un peu plus parler depuis la guerre en Ukraine, parce que maintenant, la Russie est devenue l'État le plus sanctionné au monde. La Russie est aussi écartée de ce système SWIFT. La Russie a évidemment beaucoup de difficultés économiques, et donc maintenant, il y a le club des ONI, économiquement parlant, qui se renfloue, et donc maintenant, vous avez un projet pardon, qui est porté et par l'Iran et par la Russie, et mais pour réalisé par qui? Alors par la Chine. On pousse la Chine en fait à avoir le yuan qui remplacerait le dollar, à créer son propre système bancaire qui est bientôt opérationnel, semble-t-il, s'il n'est pas déjà à vérifier. Est-ce que maintenant c'est quelque chose qui va complètement renverser et remplacer le système euh, financier, monétaire mondial? J'y crois pas à titre personnel. À court, moyen terme, je n'y crois pas. Est-ce que ça peut être une alternative pour apporter une certaine bouffée d'air économique à l'Iran? C'est une possibilité qui n'est pas écartée. Oui, je peux vous rejoindre sur ce point-là, par rapport à la dédollarisation. Et ensuite, juste peut-être pour enchaîner aussi sur une question que je mettrais un peu mieux par rapport aux négociations du JCPOA que vous évoquiez, pendant que je vous écoutais, je pensais à une phrase de je ne sais plus quel secrétaire d'État américain qui disait multilateral when we can, unilateral when we must. Les Américains sont multilatéraux en fait quand c'est possible, et quand il le faut, ils vont être unilatéraux. Le JCPOA, comme vous l'expliquiez, Wendy, n'a pas été multilatéral initialement. Ça a d'abord été du bilatéral en réalité. C'est d'abord et les Iraniens et les Américains qui discutent, et comme tu l'as dit, Wendy, on greffe un petit peu les différentes parties, les différents partenaires. C'est pour ça que la France a été très active en fait, sur les négociations ouvertes du JCPOA. On s'en rappelle Laurent Fabius, qui était plus royaliste que le roi, et plus washingtonien que Washington, en serrant un petit peu la vis pour en fait faire un peu d'excès de zèle pour dire en fait nous sommes présents. Les négociations sont complètement bilatérales hier, JCPOA, et aujourd'hui comme on le voit. Et maintenant, peut-être finalement, la jonction que l'on peut faire par rapport à votre question, c'est va-t-on avoir un élargissement de cette négociation sur la fin? Et là, je pense que c'est bien moins possible maintenant que par le passé. Puisqu'en fait, on a vu que si on intègre le logiciel iranien, mais on va se dire, mais à quoi bon? Pourquoi les Européens? À quoi nous ont-ils servi finalement alors oui, Instex, ça a été très bien sur le papier, mécanisme de troc post-sortie américaine du JCPOA pour essayer de faire vivre sous assistance respiratoire le JCPOA. Il y a eu quelques échanges, mais qui représentaient quelques millions de dollars en termes de matériel, un peu de nourriture, un peu de médicaments. C'était risible, absolument pas remplaçable par rapport à ce que pouvait offrir le cadre complet du JCPOA. Et donc, à cet égard, vraiment, les Européens, malheureusement, je pense, sont complètement out of the game, complètement décrédibilisés. Voilà. Je m'arrête là pour pas trop monopoliser la parole. Point de précision, je vous laisse intervenir, Wendy et Sophia, si vous souhaitez. Hein. Pour juste, alors je suis totalement d'accord avec toi sur toute la ligne. Peut-être pour compléter aussi, l'administration Trump, on le sait, donc honnit le multilatéralisme. Donc là, c'est pas juste la perte de crédibilité de l'Union européenne qui est réelle hein, auprès des Iraniens, alors qu'on avait un capital sympathie, et notamment la France, très fort auprès des centristes en Iran comme Hassan Rouhani au début des négociations. Pourquoi? Parce que la France avait encore cette perception, enfin, les Iraniens avaient la perception que la France, avec l'héritage de Charles de Gaulle, pouvait comprendre les ambitions iraniennes et leur désir d'indépendance sur le nucléaire. En fait, ils se sont rendus compte que les Européens n'allaient pas du tout les aider, notamment les E3, hein, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, n'allaient pas du tout accepter que les Iraniens enrichissent l'uranium sur leur sol, et ça a mis fin au premier cycle de négociations sous une administration qui était réformiste à l'époque, puisque c'était Khatami. Donc les réformistes, c'est la gauche du spectre politique en Iran, qui est favorable à l'Occident, au dialogue avec l'Occident. Donc on ne pouvait pas avoir plus pro-occidental dans le cadre de la République islamique d'Iran en face de nous. Et pourtant, les négociations ont complètement capoté.
parce que l'Iran disait on veut bien négocier, mais on veut que vous reconnaissiez notre droit d'enrichir l'uranium sur notre sol, et les Européens disaient non. Et ensuite, tu l'as très bien expliqué, on a été complètement décrédibilisés en disant si, le JCPOA, on va le maintenir. Et en fait, comme le dollar est tellement dominant, on est complètement pieds et poings liés aux États-Unis, et on a bien montré les limites de notre marge de manœuvre. Mais je voulais juste rappeler que de toute façon, aujourd'hui, on a une administration américaine qui ne favorise pas du tout le multilatéralisme et qui, à mon avis, ne va certainement pas nous inclure, nous les Européens, dans un deal qui, de fait, s'il se passera certainement de manière bilatérale avec une médiation, puisque les négociations sont indirectes. Et pour la question sur le lien entre le JCPOA et l'axe de la résistance, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que il me semble exclu, et Kevin, toi tu étais d'accord pour dire que l'axe de la résistance ne va pas faire partie du package de négociation. Ça me semble difficile. La fois où l'Iran a proposé un grand package de négociation, c'était sous l'administration Khatami. Et d'ailleurs, il avait proposé un grand bargain. On va négocier, puis on va vraiment tout négocier. Et c'était à l'époque dans le contexte des attentats du 11 septembre, mais ça avait été rejeté par les Américains. Et depuis, la question de l'axe de la résistance n'est pas dans la balance des négociations, et elle n'était pas dans la balance des négociations sur le nucléaire en 2013. Donc ça me semble exclu que ça fasse partie des négociations. Très bien. On a oublié la question sur le Hezbollah. Oui, alors moi, j'ai pas d'éléments de réponse. Enfin, je n'ai pas suivi, donc mais je regarderai, c'est intéressant. Merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question pour revenir sur le focus que vous avez fait sur l'Irak. Donc, plus particulièrement, parce que je repense à la première visite, le choix de la première visite du président iranien en Irak, à l'étranger. Quelles sont vos perspectives là-dessus? Donc, sur l'agenda iranien en Irak, les influences iraniennes en Irak, et à l'inverse, sur l'agenda politique de l'Irak en Iran. Je reviendrai sur la deuxième question qui est un petit peu plus haut sur la guerre Iran-Irak. La politique des proxys, on la donnera tout à l'heure. Oui, bonsoir, merci. Ma question va un peu dans le prolongement de la précédente. Est-ce que vous pouvez revenir sur le positionnement de l'Iran par rapport à la question kurde dans la région, et qui est également pour une question de politique interne et sécuritaire? Voilà, merci. Bonsoir. Merci aussi beaucoup pour vos interventions. Moi, je m'interrogeais sur l'état actuel à l'intérieur de l'Iran. Puisqu'il y a, enfin, on voit aujourd'hui qu'il y a donc un président un peu plus modéré qui est arrivé au pouvoir, et peut-être aussi des tensions à l'intérieur entre les différents bords, qui est de plus en plus visible. À quel point, peut-être que vous en avez déjà parlé, mais à quel point ça, c'est quelque chose sur lequel les puissances étrangères peuvent jouer, et à quel point ça a un poids dans la conversation internationale. Merci. Je rajoute la question qui est en ligne, comme ça on fait vraiment un package groupé. La question en ligne porte sur alors le choix d'armer des proxys était-elle un choix économique et de proximité vis-à-vis de l'ennemi israélien, et notamment la question est-ce que renforcer l'armée iranienne suite à la guerre entre l'Iran et l'Irak coûterait est-ce qu'elle coûtait trop cher pour pouvoir investir dans l'armée régulière, et donc davantage s'orienter sur une politique de proxy? C'est la question. Je vous laisse le champ. Je peux vous répondre sur l'Irak, et ça aura un lien à votre question, parce que déjà il y a un lien très fort. En fait, malgré la guerre Iran-Irak, il y a un lien très fort entre l'Iran et l'Irak d'un point de vue culturel et religieux. Ça a toujours été le cas. Et Pezeshkian, et ça rejoint votre question, est une figure assez particulière par rapport aux autres réformistes, parce que et je pense que ça a été une stratégie de Khamenei, qui est le guide suprême, d'autoriser sa candidature en tant que réformiste, parce que Pezeshkian, certes, est réformiste, mais et je l'ai dit en début d'intervention,
reste quelqu'un qui a été très impliqué dans la défense iranienne contre l'Irak pendant la guerre Iran-Irak et a donc un lien très fort avec cet axe de la résistance. Il n'a jamais été question pour Pezeshkian de laisser tomber cet axe de la résistance et son objectif, du moins son administration, je pense, est clairement engagée pour la maintenir. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de maintenir les milices qui sont présentes en Irak, de maintenir que ce soit la coopération culturelle, commerciale ou enfin sociale parfois, parce qu'il y a quand même des liens qui sont très forts. Et cette stratégie, je pense que c'est une stratégie, en tout cas de la part du Guide suprême, d'avoir autorisé cette candidature qui permettait une certaine vitrine diplomatique aussi, pour cacher cette partie axe de la résistance et cette volonté de maintenir cet axe de la résistance, tout en donnant la figure de quelqu'un qui s'inscrivait dans le courant politique de Khatami, qui était pour une ouverture avec les Occidentaux, pour le dialogue, et cet entre-deux est parfait. Et si on va un petit peu plus profondément dans la sociologie de Pezeshkian, c'est quelqu'un qui a eu, de par son expérience dans la guerre Iran-Irak, c'est quelqu'un qui a énormément d'amis et de camarades au sein de l'appareil d'État et des gardiens de la Révolution. Alors, en même temps, je vois l'heure qui tourne et je veux vraiment pas rater la question sur Iran-Irak. Donc, je vais essayer d'être bref. Par rapport à votre question sur l'agenda iranien en Irak, que je maîtrise beaucoup mieux que l'inverse, en réalité, il n'y a pas eu de changement majeur récent, puisque la situation n'a pas fondamentalement changé. Dernièrement, je vous apprends rien, l'Irak a vraiment été donné sur un plateau d'argent, en fait, par les États-Unis à l'Iran, post 2003. Et l'Iran n'a fait que retirer les subsides et continue de les retirer. Et l'Iran continue d'investir. On parlait d'investissement économique. Et l'Iran continue d'investir en Irak de manière affichée, de manière détournée, et donc continue de justement en retirer les bénéfices. Et c'est vrai que parfois on a peut-être aussi un peu tendance à trop rapidement envisager le fait que l'Iran va être jeté hors d'Irak parce qu'il y a une vie politique et religieuse très 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 active en Irak. Je suis un peu plus nuancé parce que comme vous le disiez, Sophia, il y a l'ayatollah al-Sistani qui est très actif, qui est même parfois vécu comme vu comme une figure d'opposition par rapport à Khomeini dans la sphère chiite. Mais l'Irak, en réalité, a une vraie appétence pour une indépendance par rapport à l'Iran, vis-à-vis de certains acteurs politiques, mais aussi par rapport aux États-Unis. Si vous regardez les dernières manifestations, c'était tant contre et l'Iran et les États-Unis. Donc je ne pense pas qu'il va y avoir une modification à court terme de ce que fait l'Iran, de la situation, à part, comme je vous le disais, par rapport au Kurdistan et à la présence américaine, mais ça je vais y revenir. Et donc voilà, l'agenda iranien en réalité est relativement stable par rapport à l'Irak. La situation est relativement intéressante et contrôlée, du moins dans ce que fait l'Iran aujourd'hui par rapport à l'Irak. Et maintenant, en même temps, ça me fait le point avec la deuxième question par rapport au Kurdistan irakien et au Kurdistan de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran, et ça c'est indubitable et ça ne date pas de 79, l'Iran ne soutiendra jamais une indépendance d'un des 4 Kurdistans. Ça, c'est quelque chose qui est complètement hors de table. Mais c'est pas propre à l'Iran, hein. Pourquoi est-ce que la Belgique ou l'Espagne ne reconnaissent pas le Kosovo? Pour pas donner des idées à leur propre velléité régionale. Exactement. L'Iran ne soutiendra jamais un Kurdistan, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit en Turquie, et vice-versa, pour ne pas donner des propres, comment dire, grains, je dirais, des propres jetons à leurs propres Kurdes. Et peut-être, pour vous redonner vraiment l'illustration la plus récente, il faut savoir que le Kurdistan iranien est une région semi-autonome. On parle beaucoup du Kurdistan irakien comme étant une région autonome, ce qui est de facto, de jure le cas, de facto encore plus le cas. En Iran, c'est un peu différent, un peu moins, mais un peu plus qu'une simple région, enfin qu'une autre région, je dirais. Mais aussi, c'est une région qui est déjà assez difficile à tenir, entre guillemets. Les Kurdistans iraniens sont moins, je dirais, écoutés, entendus sur la scène médiatique occidentale comparée aux Kurdes turcs, mais ils sont au moins tout aussi actifs. Et on l'a vu très récemment, notamment pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté, Zan Zendegi Azadi, parce que Mahsa Amini est une Iranienne, mais une Kurde iranienne. Et on a vu comment le Kurdistan iranien était absolument en ébullition, comme beaucoup d'autres régions, et particulièrement par rapport à cet événement-là. Donc, pour reprendre un peu de champ maintenant, par rapport aux différents Kurdistans, la position iranienne est à cet égard complètement inflexible. Il n'y aura pas de Kurdistan de velléité indépendantiste soutenu par Téhéran.
ça date pas d'hier et ça ne changera pas ni aujourd'hui ni demain. Et donc quelque part, c'est d'autant plus intéressant pour l'Iran si vous avez les Américains qui se retirent en fait de la Syrie et de l'Irak, si vous avez les Français qui sont un peu les seuls finalement à potentiellement encore soutenir les Kurdes dans ces pays-là. Donc je dirais que par rapport vraiment au dossier kurde, les Iraniens sont plutôt attentistes et entre autres, et ça intéresse bien l'Iran, la situation kurde. Est-ce que un dernier mot, Wendy, donc en 30 secondes, 1 minute? Alors, je vais répondre à la question sur la question interne. Pour résumer ce qui se passe avec la dernière administration de Pezeshkian, malgré son vernis réformiste, Sophia a dit des mots dessus, donc je reviens pas sur son personnage, mais cette administration n'est pas réformiste. C'est une administration de technocrates et qui embrasse un peu tout le spectre politique de l'Iran, ce qui est qui est une rupture avec ce qui s'est passé avant. Les administrations précédentes avaient une couleur politique très claire. Et là, en fait, pour moi, ce qui s'est passé après la mort d'Ibrahim Raïssi dans un crash d'hélicoptère, c'est que le guide a repris la main sur la politique. Et pour moi, on assiste à une dépolitisation quelque part des enjeux de sécurité en Iran, alors qu'auparavant, on pouvait très bien comprendre la position d'un parti, enfin d'un courant politique, sur des questions de sécurité, c'était très clair. Par exemple, vous prenez le nucléaire, si vous étiez à une date précise, hein, parce qu'il y a des évolutions bien sûr, mais si vous étiez réformiste ou centriste, vous êtes pour les négociations. Avant 2012, si vous étiez à droite, vous étiez anti-négociation. Après, bien sûr que ça évolue, hein. Une partie de la droite a rejoint Hassan Rouhani, mais à l'instant T, on pouvait tout à fait cartographier comme ça les positions sur les enjeux de sécurité. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et comme l'a dit Sophia au tout début de cette session de discussion, c'est que il y a aujourd'hui une mise à l'agenda politique par le guide lui-même de l'objectif de la priorité de la sécurité économique de l'Iran. Et le guide reprend la main, en fait, sur la politique. Et il a toutes les cartes dans son jeu pour, s'il faut négocier, je sors la carte Pezeshkian. S'il faut ne pas négocier, j'ai des gens dans mon gouvernement qui pourront, en tout cas, porter cette voie-là. Donc, pour moi, c'est une dépolitisation des questions de sécurité. Ça met le guide suprême en rôle de médiateur, qui est son rôle premier aussi, c'est-à-dire pas forcément d'avoir une couleur politique. Le but du guide suprême, même si on l'a beaucoup associé aux principistes, c'est pas d'avoir une couleur politique, c'est de décider par rapport à une situation et de jouer la balance aussi. Oui. Donc il revêt ce rôle-là maintenant aussi. Alors, je dirais pour moi que jusqu'ici, il a fait ce travail de containment dont tu parles et qu'aujourd'hui, il prend vraiment le leadership. Jusqu'ici, il se mettait d'un côté ou de l'autre. Là, il reprend la main, en fait. Pour moi, ça correspond plutôt à ça. Et alors, pardon, parce que du coup, on va finir, on va conclure, puisque voilà, le temps est un petit peu dépassé. Je vous remercie, Sophia, Kevan et Wendy. Je vous remercie très sincèrement d'avoir participé à cette controverse sur, sur la déroute de l'axe de la résistance. On voit que c'est le cas, mais c'est pas le cas. Bon, ça reste des interrogations toujours en suspens et plein d'ouvertures possibles. Nous verrons bien. Je vous remercie, public, d'avoir été présent et d'être resté jusqu'au bout, ainsi que les personnes en ligne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.